¿Alguna vez has sido juzgado injustamente, apartado, despreciado o hecho sentir insignificante por razones que no podías entender? Para una aerolínea multimillonaria, todo comenzó con una simple maleta rayada y un hombre con una sudadera gris sencilla. El personal de tierra vio a un don nadie al que podían intimidar. El piloto vio una molestia que había que apartar. No podían saber que el hombre al que estaban a punto de humillar no era solo otro pasajante. En 9 minutos, su mundo se pondría patas arriba porque acababan de lanzar el equipaje de su nuevo dueño. Esta no es solo una historia de identidad equivocada. Es una historia de lo que sucede cuando el karma cobra su factura a 10.000 metros de altura y la cuenta vence para todos. Quédate hasta el final. El aire en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba cargado con el cóctel habitual de ansiedad, café recalentado y productos de limpieza. Era una sinfonía de caos dirigida por el ritmo incesante de maletas rodantes y las llamadas finales de embarque distorsionadas por los altavoces. El doctor Manuel Herrera esperaba pacientemente en la fila desorganizada y extensa para el vuelo 712 de Aerolíneas Salas del Sur con destino a Barcelona. Un oasis de calma en un mar de viajeros frenéticos. Vestía intencionalmente para pasar desapercibido, una sudadera gris carbón sencilla, pantalones deportivos negros cómodos y un par de zapatillas gastadas. Su cabello estaba recogido en un moño práctico y elegante. El único indicio de lujo era el diseño minimalista y elegante de su maleta de mano. Una maleta de fibra de carbono de la marca alemana Boutique Rimowa. Era un regalo de un antiguo socio comercial, más práctica que llamativa, pero para un ojo perspicaz. Gritaba riqueza discreta, los ojos en la puerta de embarque B2. Sin embargo, estaban lejos de ser perspicaces. La agente de puerta, cuya placa de identificación decía Eva Martínez, parecía que había estado masticando limones desde que comenzó su turno. Su rostro era una máscara permanente de impaciencia forzada, sus labios una línea fina y desaprobadora. Ladraba órdenes a los pasajeros, su voz cortando el ruido ambiental. Tengan sus tarjetas de embarque y pasaportes listos. Solo artículo personal y una maleta de mano. Estaremos midiendo el equipaje. Cuando Manuel llegó al frente, ofreció una sonrisa educada y cansada. Buenos días, Eva no devolvió el saludo. Sus ojos parpadearon desde el rostro de Manuel hasta su atuendo sencillo y luego se fijaron en la maleta Rimowa. Una sonrisa apenas perceptible pero chorreante de condescendencia tocó sus labios. Eso tendrá que facturarse, le espetó. Sin siquiera mirarlo, gesticulando vagamente hacia el medidor de tamaño junto a su podio, Manuel miró su maleta. Luego de nuevo a Eva, creo que es del tamaño estándar de equipaje de mano. Vuelo con ella todo el tiempo, su voz era calmada y uniforme, sin traicionar ninguna irritación. Estaba observando, recopilando datos. Después de todo, esta era una misión de investigación. ¿Todo el tiempo en qué aerolínea? Replicó Eva, su tono implicando que Manuel probablemente estaba más familiarizado con aerolíneas de bajo coste que tenían reglas más laxas. Alas del Sur tiene una política estricta. Póngala en el medidor. Con un suspiro silencioso, Manuel levantó la maleta ligera y la deslizó sin esfuerzo en la jaula metálica. Encajó perfectamente con espacio de sobra. Miró de nuevo a Eva, arqueando una ceja interrogante. El rostro de la agente de puerta se tensó. Ser probada equivocada tan públicamente parecía ser una afrenta personal. Se inclinó sobre el mostrador, entrecerrando los ojos. Es el peso, declaró, cambiando de táctica. Los compartimentos superiores en esta aeronave son sensibles. Estamos facturando en puerta todas las maletas con ruedas para equilibrar la carga. Era una mentira flagrante y ambos lo sabían. El hombre directamente delante de Manuel había abordado con una maleta con ruedas del doble de tamaño y Eva ni siquiera había pestañeado. Él llevaba un traje a medida y un Rolex. Manuel llevaba una sudadera. La ecuación era simple y fea. Manuel no discutió el punto de acuerdo, dijo suavemente. Por favor, tenga cuidado con ella. Hay equipo frágil dentro. Tenía su portátil principal en su mochila, pero su tableta de investigación secundaria y algunos prototipos sensibles estaban en la maleta. Eva arrebató la maleta por su asa, sus movimientos bruscos y agresivos. Pegó una etiqueta de facturación en puerta rosa brillante con fuerza innecesaria. Va con el resto de ellas. Sin tratamiento especial, se burló, empujando la maleta hacia un maletero que esperaba junto a la puerta del puente de embarque, mientras Manuel escaneaba su tarjeta de embarque. La máquina emitió un pitido verde.
Eva arrancó el talón con una floritura y se lo entregó sin decir palabra, sus ojos ya enfocados en la siguiente persona en la fila. Despidiendo a Manuel como si nunca hubiera existido, Manuel caminó por el puente de embarque, un nudo apretándose en su estómago. Ya no se trataba de la maleta, se trataba de la falta de respeto casual e infundada, la burla, la suposición. Era un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, y comenzaba a sospechar que toda la aerolínea estaba infectada. La compra, que había finalizado apenas 72 horas atrás, estaba pareciendo menos una adquisición comercial y más un exorcismo. Se detuvo en la pequeña ventana del puente de embarque, mirando hacia la pista lluviosa abajo. El personal de tierra trabajaba bajo el resplandor áspero de los reflectores. El maletero de la puerta, un hombre corpulento llamado Javier Ruiz, entró en vista arrastrando la maleta Rimowa detrás de él. No la estaba colocando en la cinta transportadora. Caminaba hacia la bodega de carga con un aire distinto de molestia, como si la maleta misma lo hubiera ofendido personalmente. Y entonces lo vio, llegó a la puerta de la bahía de carga, miró brevemente alrededor y, con un gruñido de esfuerzo, no colocó la maleta, no la cargó. La lanzó. La elegante carcasa de fibra de carbono voló unos metros por el aire y aterrizó con un crujido audible y enfermizo en la rampa metálica antes de caer rodando en la oscuridad de la bodega. Manuel se quedó helado. Una ira fría y aguda, precisa y potente, perforó su exterior calmado. No era la ira caliente y fugaz de un pasajero frustrado. Era la rabia glacial y enfocada de un CEO viendo a un empleado prender fuego a un activo de 1.000.000 de euros. Esa maleta contenía más que solo electrónica. Contenía la evidencia que necesitaba. La evidencia muy pública, muy clara y muy estúpida de una cultura tan rota que acababa de lanzarla. Propiedad de su nuevo dueño al vientre, del avión como si fuera basura. La cuenta regresiva, de 9 minutos hasta su descubrimiento, acababa de comenzar. La imagen de su maleta, impactando la rampa, estaba grabada en la mente de Manuel. El sonido del crujido resonaba más fuerte que el motor acelerándose. Se volvió desde la ventana, su mandíbula apretada, y caminó de regreso por el puente de embarque hacia la puerta. Su andar ahora lleno de un propósito que no había estado ahí momentos antes. Eva Martínez aún estaba procesando pasajeros, su rostro una máscara de autoridad aburrida. Levantó la vista y su expresión se agrió instantáneamente al ver a Manuel regresar. El avión está abordando. Necesita ir a su asiento, dijo, su voz teñida con la condescendencia cansada de una maestra regañando a un niño difícil. Su maletero acaba de lanzar mi maleta a la bodega de carga. Escuché el crujido desde aquí. Necesito hablar con un supervisor inmediatamente, declaró Manuel, su voz baja. Pero portando un peso innegable de comando, Eva rodó los ojos tan fuerte que fue casi teatral. Señor, el personal de tierra está capacitado para manejar el equipaje. Estoy segura de que está bien. Ahora, por favor, suba al avión antes de retrasar el vuelo. No voy a subir a este avión hasta que tenga la seguridad de que mi propiedad no ha sido destruida, insistió Manuel, negándose a ser despedido. Hay miles de euros en electrónica sensible en esa maleta. Su aerolínea es ahora responsable. La palabra responsable fue un detonante. La expresión aburrida de Eva se afiló en ira defensiva. ¿Me está amenazando? Javier sabe lo que hace. Está reteniendo la fila. Puedo hacer que lo retiren de este vuelo por ser un pasajero disruptivo. La confrontación estaba atrayendo atención. Otros pasajeros disminuyeron la velocidad, su curiosidad despertada por el drama que se desarrollaba. Esta escalada pública era precisamente lo que Eva quería evitar. Sin embargo, su propia naturaleza abrasiva la estaba alimentando. Desde la puerta de la cabina emergió una figura exudando un aire de autoridad insalvable. El capitán Miguel Galán, un piloto veterano con sienes plateadas y una mandíbula que parecía tallada en granito, caminó hacia la puerta. Tenía el porte de un hombre que no había escuchado uno en décadas. ¿Cuál es el problema aquí, Eva? Su voz retumbó, una voz de piloto perfecta diseñada para transmitir calma y control, aunque ahora la usaba como un garrote. Este pasajero, dijo Eva, gesticulando hacia Manuel con un movimiento de su bolígrafo, se niega a abordar. Está haciendo acusaciones infundadas sobre el personal de tierra y retrasando nuestra salida.
El capitán Galán dirigió su mirada hacia Manuel. No vio a un científico respetado ni a un titán de la industria. Vio a un hombre con una sudadera causando problemas. Su evaluación fue instantánea y absoluta. Señor, comenzó, su tono chorreante de condescendencia paternalista. Tenemos un horario que mantener. Mi personal en tierra son profesionales. Cualquier problema que crea tener con su maleta puede presentar una reclamación cuando aterricemos en Barcelona. Ahora mismo tiene dos opciones, tome su asiento o podemos desembarcarlo y puede tomar el próximo vuelo si hay espacio. Capitán, respondió Manuel, encontrando su mirada arrogante sin pestañear. Con todo respeto, su profesional acaba de lanzar mi propiedad varios metros sobre una rampa metálica. Lo presencié con mis propios ojos. No estoy pidiendo un formulario de reclamación para más tarde. Estoy pidiendo responsabilidad ahora. Quiero que recuperen la maleta para poder inspeccionarla. Una asistente de vuelo junior, una joven llamada Clara, con ojos nerviosos y amplios, había seguido al capitán y estaba observando el intercambio con creciente horror. Podía ver la maleta de fibra de carbono desde la puerta del avión y había visto el manejo brusco de Javier Ruiz. Sabía que Manuel estaba diciendo la verdad. Galán se burló, una sonrisa de humor tocando sus labios. ¿Recuperar una maleta de una bodega de carga completamente cargada? Debe estar bromeando. Eso nos retrasaría al menos una hora. Perderíamos nuestro espacio de despegue y le costaría a esta aerolínea miles de euros. Todo por su pequeña maleta de mano. Se inclinó ligeramente, bajando su voz a un gruñido conspiratorio. Tome un consejo. No haga olas. Suba al avión, siéntese y disfrute el vuelo. Es lo mejor. Era una amenaza velada en el lenguaje de consejo amistoso. La dinámica de poder era clara. El capitán condecorado, la agente de puerta arraigada, contra el pasajero solitario. Manuel sintió una profunda sensación de claridad. Esto no era solo un empleado descontento o un maletero torpe. Esta era la cultura. Fluía de arriba hacia abajo. Desde un capitán que creía que su horario era más importante que la propiedad de un pasajero. Desde un agente de puerta que juzgaba a los clientes por su ropa. Esta aerolínea no solo estaba fallando en su logística, estaba moralmente en bancarrota. Su resolución se endureció. No iba a ganar esta batalla aquí, no como pasajero. Pero la guerra ya estaba ganada y ellos simplemente no lo sabían aún. Dio un asentimiento lento y deliberado. De acuerdo, capitán. Ha dejado perfectamente clara la posición de la aerolínea. Se volvió sin otra palabra y caminó por el puente de embarque. Clara, la asistente de vuelo junior, lo encontró en la puerta con una sonrisa forzada y apologética. Lo siento mucho por eso, señor, susurró. Su sinceridad, un marcado contraste con la hostilidad en la puerta. No es tu culpa, dijo Manuel, dándole a la joven una mirada breve y tranquilizadora. Gracias, encontró su asiento en segundo B, primera clase. Mientras se acomodaba, notó a Eva Martínez y al capitán Miguel Galán compartiendo una risa en la puerta, sacudiendo sus cabezas como si acabaran de manejar a un niño pequeño particularmente divertido. Pensaban que habían ganado. Pensaban que lo habían puesto en su lugar. Manuel sacó su teléfono. Escribió un solo mensaje de texto encriptado a su asistente ejecutivo. Ejecutar protocolo de anuncio de adquisición para ADS vuelo 712 al aterrizar en BCN. Que Elsinge Serrano me encuentre en la puerta. Sin prensa, solo él. Y que seguridad asegure todo el material CCTV de la puerta B42 de medir la pista circundante. Con efecto inmediato, presionó enviar, el avión comenzó su retroceso desde la puerta. A través de su ventana, vio la pista resbalosa por la lluvia alejarse mientras ascendían al cielo gris. Aquí arriba a 10.000 metros todo parecía pacífico, pero Manuel sabía que en tierra se estaba gestando una tormenta de su propia creación y cuando aterrizaran en Barcelona, él sería quien tocaría tierra. El vuelo de 5 horas a Barcelona fue una clase magistral en civilidad tensa. Las asistentes de vuelo de primera clase, habiendo sido informadas por Clara sobre el pasajero difícil en 2 bytes, trataron a Manuel con una cortesía cautelosa, casi temerosa. Cumplieron sus solicitudes de agua y un pase de wifi con eficiencia robótica y rápida, evitando el contacto visual siempre que fuera posible. Manuel, por su parte, fue un pasajero modelo. Abrió su portátil personal, el de su mochila, y trabajó en silencio, su rostro una máscara de concentración serena. Estaba redactando un plan de reestructuración corporativa multifase. Su título era Proyecto Fénix, una nueva Alas del Sur.
La voz del capitán Galán llegó por el intercomunicador varias veces, suave, confiada y completamente ajena. Señaló los Pirineos, comentó sobre su viento de cola favorable y prometió una llegada temprana. Para los pasajeros, era la voz de Dios. Para Manuel, era la voz del pasado, una reliquia de una cultura corporativa que estaba a punto de arrasar hasta los cimientos. Mientras el avión comenzaba su descenso final hacia Barcelona, sonó el timbre familiar en la cabina. Clara, haciendo su revisión final de seguridad, se detuvo junto al asiento de Manuel. Doctor Herrera dijo en voz baja, habiendo visto el nombre en su manifiesto de pasajeros. Solo quería decir de nuevo, realmente lamento lo que pasó en Madrid. Eso no estuvo bien. Manuel levantó la vista de su pantalla y le dio a la joven una sonrisa genuina. Era la primera que ofrecía desde que comenzó la prueba. Clara, ¿verdad? Gracias. Tu amabilidad no ha pasado desapercibida. Las palabras fueron simples, pero llevaban un significado que Clara aún no podía comprender. El avión tocó tierra con un suave bache, rodando suavemente hacia la terminal. Mientras se acercaban a la puerta, Manuel lo vio. De pie justo dentro de la terminal, visible a través de las grandes ventanas, estaba un hombre en un traje impecablemente cortado, viéndose profundamente incómodo. Estaba pálido, sudando ligeramente a pesar del aire fresco de Barcelona y retorciéndose las manos. Era Ricardo Serrano, el pronto ex-CEO de Aerolíneas Alas del Sur. La señal del cinturón de seguridad sonó. Mientras los otros pasajeros de primera clase comenzaron a moverse, recogiendo sus pertenencias, Manuel permaneció sentado, cerrando calmadamente su portátil. No tenía prisa. Dejó que los empresarios ansiosos y las parejas de vacaciones pasaran delante de él. El capitán Galán emergió de la cabina, una sonrisa satisfecha en su rostro después de otro vuelo exitoso. Se paró al frente de la cabina, despidiéndose de los pasajeros. Cuando sus ojos se encontraron con los de Manuel, su sonrisa vaciló, reemplazada por un destello de molestia, como sorprendido de que incluso estuviera en primera clase. Le dio un asentimiento cortante y desdeñoso y apartó su atención finalmente. Manuel se levantó y recogió su mochila. Caminó al frente del avión, donde Clara estaba parada junto a la puerta abierta. Que tenga un buen día. Doctor Herrera, dijo Clara calurosamente. Tú también. Clara, tengo la sensación de que las cosas están a punto de mejorar mucho, respondió Manuel con una sonrisa críptica, salió del puente de embarque y entró en la terminal. Ricardo Serrano inmediatamente se apresuró hacia adelante, su rostro una mezcla de pánico y deferencia forzada. Doctor Herrera, bienvenido a Barcelona. Vine tan pronto como recibí su mensaje. ¿Está todo bien? Su voz era un chillido nervioso. Todo está lejos de estar bien, Ricardo, dijo Manuel fríamente, su voz lo suficientemente alta para que la tripulación de vuelo, aún rondando por la puerta, lo escuchara. Pero podemos discutir eso en un entorno más privado. Por favor, haga que traigan mi maleta facturada en puerta a la sala presidencial inmediatamente. No permita que nadie la abra o altere. Serrano asintió frenéticamente, ya ladrando a su teléfono a algún subordinado invisible. Sí, la maleta Rimowa, etiqueta rosa para el doctor Herrera inmediatamente. Manejen con extremo cuidado. El capitán Galán y el resto de su tripulación ahora habían desembarcado. Vio al CEO de la aerolínea arrastrándose ante el hombre de la sudadera que había despedido tan despectivamente apenas horas antes. La confusión luchó con el horror naciente en su rostro. Eva Martínez, que acababa de llegar a la puerta para gestionar el vuelo entrante, vio la escena y se quedó helada, su mandíbula colgando. Sinje Serrano, ¿qué es esto?, preguntó Galán, su voz perdiendo su retumbo confiado. Serrano le lanzó una mirada de puro terror, como si el capitán acabara de maldecir en una iglesia. Capitán, esto es. Su Manuel lo interrumpió. Se volvió para enfrentar al capitán y a la agente de puerta. Su expresión ilegible, su calma más amenazante que cualquier grito. Capitán Galán, señorita Martínez, dijo, su voz clara y cortante. Permítanme presentarme. Soy el doctor Manuel Herrera. Hizo una pausa, dejando que el nombre colgara en el aire por un momento antes de dar el golpe final y devastador. Hace 72 horas, finalicé la adquisición de participación mayoritaria de Aerolíneas Alas del Sur a través de mi firma de inversión, lo que significa que, a partir de este momento, soy su nuevo empleador. Ahora continuó, su mirada pasando al CEO demacrado. Ricardo, la sala, por favor.
Tenemos mucho que discutir, comenzando por la completa y total falta de respeto que sus empleados tienen por los activos de esta compañía y sus clientes, o en este caso, su dueño. Silencio, un silencio pesado y sofocante cayó sobre la puerta C11. El ruido de fondo del aeropuerto pareció desvanecerse en la nada. El rostro de Eva Martínez había pasado de pálido a un blanco fantasmal, su boca abriéndose y cerrándose silenciosamente como un pez fuera del agua. La legendaria arrogancia del capitán Miguel Galán se evaporó, reemplazada por una mirada de puro pánico sin adulterar. Parecía como si el piso acabara de caerse debajo de él a 10.000 metros. Clara, aún parada en la puerta del avión, llevó una mano a su boca. Sus ojos amplios con incredulidad y un sentido naciente de vindicación. Manuel les dio a la tripulación aturdida una última mirada prolongada. Antes de girarse sobre sus talones, Ricardo ordenó: vámonos, mientras el CEO se apresuraba para seguirle el paso. La tripulación conmocionada del vuelo 712 quedó parada en medio de la terminal. El peso completo y aplastante de sus acciones, finalmente y irrevocablemente cayendo sobre ellos, no habían maltratado simplemente a un pasajero. Habían declarado la guerra a la reina y ella acababa de tomar el castillo. La sala presidencial de Alas del Sur era una parodia de lujo corporativo. Sillas de cuero lujosas, paneles de madera oscura y arte abstracto que costaba más que el salario anual de un piloto. Estaba diseñada para aislar a los ejecutivos de la realidad de la aerolínea que dirigían. Hoy era una sala de audiencias improvisada y el juicio estaba en sesión. Manuel se sentó en la silla más grande, la que usualmente estaba reservada para Ricardo Serrano. Él, a su vez, paseaba nerviosamente junto a las ventanas del piso al techo con vista a la pista, ocasionalmente secándose el sudor de su frente con un pañuelo de seda. Unos minutos después de que llegaran, un gerente aeroportuario alterado entregó la maleta Rimowa maltratada. El crujido que Manuel había escuchado era ahora una fractura visible en telaraña a través de la esquina superior de la carcasa de fibra de carbono. La maleta estaba rayada y sucia. Manuel pasó sus dedos sobre el daño, su toque gentil como si examinara una herida. No la abrió. El daño en sí mismo era la prueba. A Ricardo: siéntate, dijo, su voz tranquila pero firme. Prácticamente saltó a la silla frente a él. Doctor Herrera. Manuel: estoy consternado. ¿Consternado? Esto no es lo que representa Alas del Sur. Puedo asegurarle que los empleados involucrados serán tratados en los términos más severos posibles. Despido efectivo inmediatamente. Por supuesto, estaba tratando de adelantarse al problema, de hacer un sacrificio rápido y sangriento para apaciguar al nuevo dios. Manuel levantó una mano, silenciándolo. No insultes mi inteligencia, Ricardo. No despides a un par de empleados y finges que el cáncer se ha ido. Esto no fue un incidente aislado. Esto fue un síntoma de una enfermedad sistémica, una cultura que has cultivado activamente o has sido criminalmente negligente en permitir que florezca. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavando a Serrano en su asiento. Dime, ¿cuál es la tasa promedio de salida puntual desde Madrid para este trimestre? Él balbuceó, tomado por sorpresa. Alrededor del 78%, creo. Estamos trabajando en mejorarlo. 78%, repitió Manuel, su tono plano. Así que incentivas a personas como el capitán Galán a priorizar un reloj de salida sobre el servicio al cliente, los protocolos de seguridad y la decencia humana básica. Recompensas a los pilotos por intimidar a los pasajeros a someterse para evitar un retraso, porque un retraso daña tu informe trimestral y, por extensión, tu bono ejecutivo. ¿Me equivoco? Serrano palideció. Había diseccionado toda la filosofía de gestión disfuncional de la aerolínea en 60 segundos. Bueno, es más complejo que eso. No, no lo es, le interrumpió. Ahora dime sobre Eva Martínez. ¿Cuántas quejas de clientes hay en su expediente? Esta vez un ejecutivo junior que había sido convocado por Serrano y estaba rondando junto a la puerta como un fantasma nervioso habló, leyendo de una tableta. La señorita Martínez tiene 17 quejas formales en los últimos 2 años, señor, principalmente por comportamiento grosero y manejo inadecuado de disputas de equipaje. 17, musitó Manuel. ¿Y qué acción disciplinaria se tomó? El ejecutivo tragó saliva. Le dieron 2 advertencias por escrito y se le requirió completar un curso de actualización de servicio al cliente en línea. Manuel soltó una risa, corta y aguda, desprovista de cualquier humor.
un curso en línea. Tienes una empleada patológicamente abrasiva interactuando con más de tus clientes a la semana. Y tu solución es hacerla hacer clic a través de una presentación de PowerPoint. Esta es la cultura, Ricardo. No arreglas problemas. Los documentas hasta que se convierten en el problema de alguien más. Su teléfono vibró. Era su asistente. El material CCTV estaba asegurado. He solicitado los expedientes personales de la agente de puerta Eva Martínez. El maletero Javier Ruiz y el capitán Miguel Galán. Los quiero en mi tableta dentro de una hora. También quiero cada queja de cliente presentada contra el personal con base en Madrid durante los últimos 5 años. Quiero encuestas de satisfacción de empleados, quejas sindicales y registros de mantenimiento para toda la flota de A321. No solo estoy auditando un balance, Ricardo. Estoy realizando una auditoría del alma de esta compañía. Y por lo que he visto hasta ahora, está severamente en números rojos. La puerta de la sala se abrió y un capitán Galán conmocionado y una Eva Martínez visiblemente temblorosa fueron escoltados por seguridad aeroportuaria. Se les había dicho que esperaran al nuevo dueño. Se veían pequeños y perdidos en la sala opulenta. Manuel los ignoró por un largo momento, dejándolos marinarse en el silencio espeso y ansioso. Continuó su conversación con Serrano como si ni siquiera estuvieran ahí. La fase 1 de mi plan comienza mañana a las 8 hora peninsular, dijo. Toda tu junta ejecutiva debe estar lista para una videoconferencia. Discutiremos una reestructuración completa de arriba hacia abajo. Cualquiera que crea que la satisfacción del cliente y la moral de los empleados son métricas blandas será libre de buscar otras oportunidades finalmente. Giró su mirada fresca y analítica sobre los dos empleados que habían comenzado todo. Señorita Martínez comenzó, usted me juzgó por mi ropa. Mintió sobre la política de la compañía. Abusó de su autoridad, dañó mi propiedad a través de su subordinado. ¿Por qué? Eva tartamudeó, lágrimas brotando en sus ojos. Yo estaba estresada. Era una mañana ocupada. No quise, pensó que yo era alguien que no importaba, terminó Manuel por ella. Alguien que no podía defenderse. Se equivocó, luego se volvió al capitán. Usted, capitán Galán. Usted es el líder de esa nave. Usted marca el tono. Su tono fue de arrogancia y desprecio. Me amenazó. Valoró su horario sobre su pasajero. Priorizó su ego sobre su deber de cuidado. En su mente es intocable, ¿no es así? Un dios del cielo en uniforme Galán, su rostro enrojecido con una mezcla de ira y humillación, se irguió. Tengo un historial de vuelo impecable que abarca 30 años. Tomé una decisión de mando para asegurar una salida puntual para otros 180 pasajeros. Una decisión de mando, repitió Manuel, saboreando el término. Tomó una decisión de mando para proteger un sistema roto. No sabía que yo era el dueño. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido un mariscal aéreo federal, un inspector de seguridad de ASA, un periodista escribiendo una exposición sobre la industria aérea, un cliente cuyo negocio necesitaban desesperadamente? ¿Ve? No debería importar quién soy. Cada persona que compra un billete es su jefe. Pagan su salario. Son dueños de la compañía. Yo solo soy dueño de más que la mayoría. Se levantó, su presencia llenando la sala. Ambos están suspendidos, pendientes de una investigación completa. Entregarán sus identificaciones de la compañía. Serán escoltados del aeropuerto. No contacten a ningún otro empleado de Alas del Sur. ¿Está claro? Eva Martínez solo asintió, sollozando en silencio. El capitán Galán, desafiante hasta el final, solo miraba de vuelta, su mandíbula apretada. Su carrera de 30 años se estaba desmoronando a su alrededor y todavía no podía comprender cómo un hombre en una sudadera lo había hecho. Ricardo, dijo Manuel, dándoles la espalda. Haz que los retiren y consígueme esos datos. El verdadero trabajo comienza ahora. Mientras seguridad sacaba al capitán y agente de puerta en desgracia, Manuel miró por la ventana a la flota de aviones de Alas del Sur en la pista. Parecían máquinas hermosas y poderosas, pero sabía que por dentro estaban llenas de podredumbre. Una podredumbre que ahora estaba encargado de cortar pieza por dolorosa pieza. Las consecuencias inmediatas habían terminado. La limpieza sistémica real estaba a punto de comenzar. Las primeras 72 horas del mandato del Dr. Manuel Herrera no se pasaron en una oficina de esquina ni en conferencias de prensa. Se pasaron en las trincheras. Convirtió la sede de Barcelona en una sala de guerra no para luchar contra otras aerolíneas, sino para batallar la inercia y la decadencia dentro de la suya.
Los datos que había solicitado llegaron en torrentes, y con cada informe emergió una imagen más condenatoria. No era solo Eva Martínez, era un patrón. Madrid era el epicentro de un ambiente de trabajo tóxico. Las puntuaciones de satisfacción de empleados eran las más bajas en la red de la compañía. Las quejas citaban falta de personal, horas extra forzadas y un equipo de gestión que gobernaba por intimidación. El curso de actualización en línea era una broma recurrente entre el personal, un ejercicio sin sentido de marcar casillas que todos sabían era un sustituto del liderazgo real. Javier Ruiz, el maletero, tenía 2 amonestaciones previas por dañar equipaje, ambas degradadas advertencias verbales después de que el sindicato interviniera, argumentando que el personal de tierra sobretrabajado estaba siendo sometido a estándares imposibles. Tenían razón, pero por las razones equivocadas. La gerencia recortaba en personal para ahorrar dinero, llevando a empleados exhaustos y resentidos que desquitaban sus frustraciones con el equipaje, pero el expediente más revelador pertenecía al capitán Miguel Galán. Su historial, de 30 años, no era tan impecable como afirmaba. Aunque nunca había causado un incidente mayor, su expediente estaba plagado de anotaciones. Los copilotos habían presentado informes confidenciales, notando su actitud de vaquero, empujando los límites en conservación de combustible y ocasionalmente evadiendo protocolos de comunicación para adelantarse en la cola de aterrizaje. Había una docena de quejas de pasajeros, todas notablemente similares: arrogante, desdeñoso y condescendiente. Era una leyenda en la cabina, pero un pasivo para la marca. Su antigüedad y su poderosa posición dentro del sindicato de pilotos lo habían aislado completamente. Era un ejemplo clásico de lo que Manuel llamaba ejecutores tóxicos de alto rendimiento, personas que cumplen con las métricas pero envenenan la cultura a su alrededor. Manuel no solo leyó informes, recorrió los pisos, visitó las salas de descanso, los hangares de mantenimiento y los centros de llamadas vistiendo su atuendo simple y anónimo. No se anunció como el dueño, solo escuchó. Escuchó a mecánicos quejándose de tener que canibalizar piezas de un avión para arreglar otro debido a retrasos de adquisiciones. Escuchó a agentes de reservas al borde de las lágrimas mientras lidiaban con clientes enojados, armados con nada más que un sistema de TI roto y un guión que ofrecía disculpas en lugar de soluciones. Su conversación más importante fue con Clara, la asistente de vuelo junior del vuelo 712. Manuel la hizo volar a Barcelona, no para una audiencia disciplinaria, sino para una consulta. Se reunieron en un café tranquilo, lejos de la sede corporativa. «Necesito que seas honesta conmigo», Clara, dijo Manuel, revolviendo su café. «Olvida que soy el dueño. Dime cómo es realmente trabajar aquí». Clara, inicialmente nerviosa, comenzó a abrirse. Habló de una cultura de miedo y agotamiento. Las asistentes de vuelo senior acaparaban las mejores rutas y trataban a los miembros junior como sirvientes personales. Los pilotos, especialmente capitanes senior como Galán, eran tratados como realeza, su comportamiento nunca cuestionado. Habló de la presión para dar vuelta a los aviones tan rápidamente que las verificaciones de seguridad se apresuraban y la limpieza era superficial. Lo llamamos el encogimiento de hombros de Alas del Sur, le explicó Clara. Algo está roto, un pasajero está molesto, el catering está mal, y la gerencia solo se encoge de hombros. Nos dicen que no las arreglemos, que improvisemos. Después de un tiempo, tú también empiezas a encogerte de hombros. Dejas de importarte porque parece que a la compañía dejó de importarle hace mucho tiempo. Esa frase, el encogimiento de hombros de Alas del Sur, golpeó a Manuel como un golpe físico. Encapsulaba perfectamente la apatía sistémica. No era malicia, era indiferencia, una podredumbre que se había instalado desde el despacho ejecutivo hasta la pista. Ricardo Serrano y su junta habían estado obsesionados con el precio de las acciones, la expansión de rutas y la cobertura de combustible. Miraban hojas de cálculo, no personas. Veían a los pasajeros como unidades de ingresos y a los empleados como costos laborales. Habían exprimido hasta la última gota de buena voluntad de la compañía hasta que solo quedó una cáscara hueca y frágil. El incidente en Madrid no era una anomalía, era una inevitabilidad. El trasfondo tecnológico de Manuel le dio una perspectiva única. Vio la aerolínea no como una colección de aviones, sino como una plataforma masiva y profundamente defectuosa de logística y experiencia del usuario. Y estaba fallando en todos los niveles concebibles.
armado con esta inteligencia de campo, convocó la reunión de emergencia de la Junta. La vieja guardia, una colección de hombres en trajes grises idénticos, apareció en la pantalla gigante de video en la sala de juntas, sus rostros una mezcla de confusión y aprensión. Ricardo Serrano se sentó en la mesa con Manuel, viéndose como un hombre camino a su propia ejecución. Buenos días, caballeros, comenzó Manuel, su voz tranquila y desprovista de emoción. Estoy seguro de que todos se preguntan por qué he convocado esta reunión. Durante los últimos 3 días he estado realizando un diagnóstico profundo de nuestra compañía. Los resultados están listos. No estamos sufriendo turbulencias. Estamos en picada y la cabina ha estado vacía durante años. No gritó, no se enfureció, simplemente expuso los hechos. Una pieza condenatoria de evidencia tras otra, las quejas de clientes, las encuestas de empleados, los informes de seguridad, la historia de Clara y el encogimiento de hombros de Alas del Sur. Han estado pilotando esta compañía mirando un panel de instrumentos defectuoso, les dijo. Midieron las salidas puntuales, pero no el agotamiento de los empleados. Rastrearon métricas de manejo de equipaje, pero no el costo de una reputación destruida. Optimizaron para ganancias trimestrales mientras dejaban que el valor a largo plazo de nuestra marca se corroyera. Como aluminio sin tratar, miró cada uno de sus rostros en la pantalla. La cultura de esta aerolínea está rota. La confianza de nuestros empleados se ha ido. La lealtad de nuestros clientes está en soporte vital. El encogimiento de hombros de Alas del Sur termina hoy. El cambio no viene. Está aquí y comienza en la cima. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala silenciosa. Ricardo, gracias por tu servicio. Tu renuncia será aceptada con efecto inmediato con un paquete de indemnización estándar. El resto de ustedes tienen hasta el final de esta reunión para decidir si son parte de la solución o parte del problema que estoy a punto de resolver. La nueva Alas del Sur se construirá sobre una base de respeto. Respeto por el cliente, respeto por el equipo y, lo más importante, respeto por las personas que visten nuestro uniforme. Aquellos que no compartan esta visión encontrarán las puertas de salida claramente marcadas. Era una declaración de revolución. La era del encogimiento de hombros había terminado. La era de la responsabilidad había comenzado. Una semana después, Manuel Herrera se dirigió a toda la compañía en un ayuntamiento en vivo de toda la empresa. Se transmitió a cada sala de descanso, cada géner de mantenimiento y a las tabletas de cada tripulación de vuelo. Donde quiera que estuvieran en el mundo, se paró en un escenario simple en un hangar en Barcelona con un head de Alas del Sur recién repintado detrás de él. El logo era sutilmente diferente. Más elegante, más moderno. El eslogan debajo decía, elevados por respeto, no parecía un CEO típico. Llevaba un blazer elegante sobre una camisa sencilla, pero sin sudadera. Su autoridad no venía de un traje de poder, venía de sus palabras y la convicción inquebrantable detrás de ellas. Buenos días, familia de Alas del Sur, comenzó. Mi nombre es Manuel Herrera y soy el nuevo dueño de esta aerolínea. No estoy aquí para hablarles sobre sinergia o valor para los accionistas. Estoy aquí para hablar sobre una promesa. La promesa que hacemos a cada persona que elige volar con nosotros y la promesa que debemos hacernos unos a otros. Comenzó contándoles una historia. No usó nombres, pero todos los que habían oído los rumores sabían exactamente de qué estaba hablando. Recientemente, un pasajero, un cliente, fue tratado mal en una de nuestras puertas, dijo. Fue juzgado por su apariencia. Sus preocupaciones fueron despedidas y su propiedad fue intencionalmente destruida por un empleado que había olvidado lo que significa cuidar. El sistema desde la puerta hasta la cabina le falló. Ese pasajero fui yo. Un jadeo audible colectivo se propagó entre los maíz de empleados viendo. Los rumores eran ciertos, pero esto no es sobre mí, continuó rápidamente. Es sobre el hecho de que esto podría haberle pasado a cualquiera y los datos muestran que ha estado pasándole a nuestros clientes con demasiada frecuencia, y eso termina ahora. La responsabilidad no es un castigo, es la base de una cultura saludable. Luego el karma fue entregado. No era vengativo ni personal. Era preciso, profesional y devastadoramente justo. Efectivo. La semana pasada lo anunció, se han realizado varios cambios de personal. El ex CEO, Ricardo Serrano, ha renunciado para perseguir otras oportunidades. Varios miembros de la Junta Ejecutiva también se han ido.
Les agradecemos por su servicio. Era una ejecución corporativa cortés a nivel operativo. Los empleados en Madrid directamente involucrados en el incidente del vuelo 712 han sido despedidos por conducta grave y violación de nuestro código de conducta. Para Eva Martínez. El despido era solo el comienzo. El nuevo jefe de recursos humanos de Manuel estaba construyendo un nuevo módulo de capacitación para todos los 30,000 empleados. La pieza central de esta capacitación presencial obligatoria de varios días era un caso de estudio anonimizado. Usaba el material de CCTV de la interacción en la puerta y el incidente en la pista como un ejemplo de libro de texto de fracaso cultural. Detallaba cómo el sesgo de un empleado, el desprecio de un gerente y la frustración de un maletero podían costarle a la compañía millones en daño reputacional. Eva Martínez no solo estaría sin trabajo, su legado sería servir como una advertencia perpetua para cada futuro empleado de Alas del Sur. Para Javier Ruiz, las consecuencias fueron igualmente rápidas. Fue despedido por destrucción intencional de propiedad, pero el equipo legal de Manuel también le envió una factura por la maleta de 4,000 euros, acompañada de una carta indicando que la compañía buscaría agresivamente acción legal contra cualquier empleado cuyas acciones deliberadas causaran daño financiero a la aerolínea o a sus clientes. El mensaje era claro: lo rompes, lo pagas. Pero el karma más duro estaba reservado para el capitán Miguel Galán. La antigüedad no es un escudo para la arrogancia, dijo Manuel a la multitud silenciosa. El uniforme de un capitán denota la mayor responsabilidad, no el mayor privilegio. El empleo del capitán Miguel Galán ha sido terminado. Esto envió una onda de choque a través de la comunidad de pilotos. Despedir a un capitán veterano de 30 años era inaudito, pero Manuel fue más allá. Una auditoría interna de los registros de vuelo del capitán Galán, provocada por su comportamiento en el vuelo 712, reveló un patrón de incumplimiento con los procedimientos operativos estándar y numerosas quejas de pasajeros que fueron sistemáticamente ignoradas por la gestión anterior. Demostró un desprecio consistente por los principios centrales de gestión de recursos de tripulación, que coloca la comunicación y el trabajo en equipo en el corazón de la seguridad aérea. Como resultado, en interés de la seguridad pública, Alas del Sur ha enviado nuestros hallazgos a AESA para una revisión completa de su licencia y calificaciones. Este fue el golpe definitivo. No se trataba solo de su trabajo en Alas del Sur, se trataba de toda su carrera, su identidad. Manuel había aterrizado al Dios del cielo no por rencor, sino simplemente sosteniendo su historial a la luz. Su propia arrogancia, documentada durante años, fue el instrumento de su caída. El sistema que había jugado también había, bajo nuevo liderazgo, finalmente lo había hecho responsable. Probablemente nunca volaría un avión comercial de nuevo. Manuel luego pivotó de las consecuencias al compromiso. Anunció un aumento salarial del 10% para todo el personal no ejecutivo efectivo inmediatamente. Anunció una inversión de 100 millones de euros en nuevo equipo de tierra, sistemas de TI actualizados para los agentes de puerta y salas de descanso renovadas. Anunció la creación de un consejo de empleados donde representantes electos de cada departamento, pilotos, asistentes de vuelo, mecánicos, maleteros, tendrían voz directa en reuniones trimestrales con él. Terminó su discurso presentando una nueva cara en el escenario. El cambio real requiere nuevo liderazgo, dijo Manuel. Estoy promoviendo desde dentro. Esta es una persona que, en un momento de presión, mostró amabilidad, integridad y respeto. Una persona que no tuvo miedo de susurrar una disculpa cuando sus superiores gritaban insultos. Por favor, den la bienvenida a la nueva jefa de capacitación y desarrollo de servicio a bordo, Clara Jensen. Clara, viéndose atónita y abrumada, caminó al escenario bajo un aplauso atronador. Era la encarnación viviente de la nueva cultura de Alas del Sur. La amabilidad ahora era una calificación para la promoción. El respeto era ahora el activo más valioso en la compañía. El ayuntamiento terminó no con una sensación de miedo, sino con una oleada de esperanza. La podredumbre había sido expuesta. Los culpables habían enfrentado consecuencias que eran justas pero firmes, y se había trazado un nuevo camino hacia adelante, pavimentado con inversión, respeto y una promesa de que el encogimiento de hombros de Alas del Sur era oficialmente cosa del pasado. 6 meses se sintieron como toda una vida en la nueva Aerolíneas Alas del Sur. Los cambios que el
Dr. Manuel Herrera había puesto en marcha no eran meramente cosméticos, eran sísmicos, alterando la base misma de la cultura de la compañía. El eslogan elevados por respeto no era solo pintura en el costado de un avión. Era un mandato, la inversión de 100 millones de euros se había materializado como nuevas cintas transportadoras de equipaje, equipo de escaneo de última generación y carritos de equipaje ergonómicos y resistentes. Los sistemas de TI en las puertas fueron reemplazados, con interfaces rápidas e intuitivas que empoderaban a los agentes en lugar de frustrar los agentes de puerta como Eva Martínez. Habían sido reemplazados por una nueva generación de personal, contratado por sus habilidades de empatía y resolución de problemas y capacitado extensivamente a través del nuevo programa inmersivo que presentaba. El infame caso de Estudio 712. Clara Jensen prosperó en su nuevo rol. Reformó completamente el manual de servicio a bordo. El viejo guión rígido desapareció. En su lugar había un marco construido. Alrededor de un principio simple, encuentra una manera de decir sí. Estableció un programa de reconocimiento entre pares llamado Premios Compañero de Ala, donde los miembros de la tripulación podían nominar a colegas que iban más allá. La moral entre las tripulaciones de cabina se disparó. Se sentían vistos, escuchados y valorados por primera vez en años. El Consejo de Empleados se convirtió en un motor poderoso para el cambio. Mecánicos de Loop de Valencia lo usaron para señalar un problema recurrente con un sensor de motor específico. Un problema que previamente había sido descartado por la gerencia intermedia como una molestia menor. El nuevo jefe de ingeniería de Manuel, un innovador brillante casado de SPACX, lo tomó en serio. Una investigación llevó al descubrimiento de un defecto del fabricante, resultando en un reemplazo proactivo en toda la flota que probablemente previno un incidente mayor. El consejo no era solo un buzón de sugerencias, era una parte vital del nuevo sistema nervioso operativo y de seguridad de la aerolínea. Manuel mismo permaneció como una presencia visible y activa. Volaba comercial al menos una vez por semana, siempre en clase turista, sentado en un asiento del medio. Hablaba con pasajeros, ayudaba a las asistentes de vuelo a recoger basura, observaba a los maleteros desde la ventana, quienes ahora cargaban maletas con un cuidado que rayaba en la reverencia. La historia del vuelo 712 se había convertido en una leyenda corporativa, una historia de advertencia susurrada de nuevos empleados a veteranos experimentados. Una tarde fresca de otoño, Manuel se encontró en la Terminal 4 de Madrid de Barajas, parado en la puerta B42, el mismo lugar donde su viaje había comenzado. Estaba reservado en el vuelo 712 a Barcelona. Llevaba un traje simple, no diferente de cualquier otro hombre de negocios. El área de la puerta aún estaba ocupada, pero el caos había sido reemplazado por un sentido de eficiencia controlada. El nuevo agente de puerta, un joven llamado Marcos, lo saludó con una sonrisa brillante y genuina. Buenas tardes, señor. Bienvenido a Alas del Sur. Parece que tenemos un día hermoso para volar. Mientras se acercaba, notó su maleta con ruedas de tamaño estándar. ¿Le gustaría que facturara eso en puerta para usted? Tenemos nuestro nuevo servicio de valet. La etiquetaremos con una calcomanía de prioridad y la tendremos esperándolo en el puente de embarque cuando aterrice en Barcelona para que no tenga que esperar en el carrusel. No estaba tratando de deshacerse de su maleta. Estaba ofreciendo un servicio, una conveniencia. Eso suena maravilloso. Gracias, Marcos, respondió Manuel, sonriendo, etiquetó la maleta, colocándola suavemente en un carrito especialmente designado con alfombra. Cuidaremos bien de ella, prometió. A bordo, la atmósfera era diferente. Las asistentes de vuelo estaban relajadas y comprometidas, riendo con los pasajeros. El capitán entró por el intercomunicador, su voz cálida y acogedora. Se presentó a sí mismo y a su primer oficial por nombre y habló sobre su compromiso con un vuelo seguro y cómodo. No había arrogancia, solo profesionalismo. Mientras el avión despegaba, elevándose sobre el horizonte de Madrid, Manuel miró por la ventana. Pensó en Eva Martínez, quien, según una actualización reciente de RRHH, ahora trabajaba en una oficina administrativa para una compañía de transporte lejos del público. Pensó en Miguel Galán, cuya apelación a esa había sido denegada, su carrera terminada.
No eran villanos en una historia tanto como víctimas de una cultura rota que habían ayudado a perpetuar. Su duro karma no era solo un castigo, era la limpieza necesaria de madera muerta para permitir nuevo crecimiento al aterrizar en Barcelona. Tal como Marcos había prometido, su maleta Rimowa, una nueva que él mismo había comprado, estaba esperándolo al final del puente de embarque, prístina e intacta. Una asistente de vuelo que nos reconoció se detuvo mientras desembarcaba. ¿Doctor Herrera?, preguntó vacilante. Sí, solo quería decir gracias, dijo la mujer, su voz espesa con emoción. Mi marido es mecánico en Valencia. Ese aumento salarial significó que finalmente pudimos pagar el enganche de una casa. No solo compró una aerolínea, cambió nuestras vidas. Manuel simplemente asintió, un nudo formándose en su garganta. Este era el verdadero retorno de su inversión, no el precio de las acciones que estaba aumentando constantemente ni el rendimiento puntual que ahora lideraba la industria. Era esto, la casa, el sentido de orgullo, la creencia compartida en una mejor manera de hacer las cosas. Caminó hacia la terminal, arrastrando su maleta detrás de él. Solo otro pasajero mezclándose con la multitud. Miró hacia el tablero de salidas, a la larga lista de vuelos de Alas del Sur, despegando hacia destinos en todo el mundo. Ya no era solo una aerolínea. Era una promesa reconstruida desde cero, ahora volando hacia un nuevo horizonte. Elevada finalmente por respeto, la historia del doctor Manuel Herrera y Aerolíneas Alas del Sur es un poderoso recordatorio de que la persona que desprecias hoy podría ser la persona que tiene tu futuro en sus manos mañana. Muestra que el verdadero karma no es solo sobre castigo, es sobre equilibrio. La arrogancia y falta de respeto mostrada por la tripulación eran síntomas de una cultura corporativa enferma. Y las consecuencias que enfrentaron fueron un resultado directo del sistema que habilitaron. Al final, tomó una persona con el poder y la visión para no solo castigar a los culpables, sino para sanar toda la organización. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar del doctor Herrera? ¿Habrías buscado simple venganza o habrías reconstruido el sistema desde cero? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Todos hemos tenido momentos donde nos sentimos pasados por alto o faltados al respeto. Comparte tu historia. Nunca sabes quién necesita escucharla. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona ese botón de me gusta. Compártela con alguien que necesite verla. Y asegúrate de suscribirte al canal para más historias de la vida real de drama, karma y justicia definitiva. Gracias por escuchar. La machine corporative de l'establishment de Serrel-Errand. Ce qui semblait initialement être un cas flagrant de classisme et de discrimination capté en vidéo était systématiquement recadré comme une attaque calculée de la part de Karim. Le manuel était familier. Discréditer la victime. Remettre en question ses motifs, protéger le système. Karim éteignit la télévision. Il était étrangement calme. Il s'était attendu à cette phase. Le moment où les structures de pouvoir révèlent leurs réflexes d'autoprotection. À ton tour, Antoine, murmura-t-il dans la pièce sombre. Continue de creuser ta tombe plus profondément. L'aube trouva Karim déjà au travail dans une salle de conférence sécurisée qu'il avait établie. Non pas dans un hôtel, mais dans un discret appartement de luxe loué dans le quartier de Passy. Il avait déménagé pendant la nuit par mesure de sécurité, ne laissant aucune trace numérique. La pièce fonctionnait maintenant comme le centre de commandement d'Horizon pour l'opération Responsabilité. Bonjour, l'équipe. Karim salua ses spécialistes réunis alors qu'ils se connectaient via une visioconférence cryptée. Mise à jour de statut, s'il vous plaît. Maya Chen, chef de l'unité d'enquête nouvellement formée d'Horizon. Comment ça, nous avons identifié 17 anciens employés d'Aéria qui ont subi de la discrimination ou du harcèlement moral sous la direction d'Antoine de Villiers. 7 sont prêts à parler officiellement. Excellent, hocha la tête Karim. Julien, position légale. Julien Alonso, semblant légèrement ébouriffé après avoir travaillé toute la nuit, redressa sa cravate. Nous avons documenté 46 violations réglementaires chez Aéria au cours des 3 dernières années, toutes sous la supervision opérationnelle d'Antoine. Elles incluent des infractions à la sécurité des passagers et des violations des temps de repos de l'équipage. Nous préparons un dossier pour la DGAC Direction Générale de l'Aviation Civile. Karim se tourna vers son expert en cybersécurité. Raoul, où en sommes-nous avec la violation de données? Confirmé. De Villiers a utilisé détective privé Verita pour accéder à nos systèmes, rapporta Raoul. Ils ont spécifiquement ciblé les fichiers clients. Nous avons tout sécurisé et mis en place des zones popo de miel, de faux ensembles de données qu'ils penseront précieux, mais qui nous aideront en fait à traquer leurs activités illégales. Parfait, approuva Karim.
Aïcha, sa directrice des opérations, apparut à l'écran depuis le siège d'Horizon à la Défense. Le confinement financier se passe bien. La campagne de dénigrement d'Antoine nous a nui auprès de 3 clients, mais nous en avons retenu 18 autres après un contact direct. Notre position de liquidité reste forte. Alors que la réunion avançait, Karim reçut un SMS d'un numéro inconnu, besoin de parler. Pas sûr par téléphone. Parc Monceau, près de la Fontaine. 30 minutes. HC. Hélène Chevalier. Après avoir conclu la réunion, Karim contacta son équipe de sécurité. J'ai besoin d'une vérification de lieu public et d'une escorte. Possible rencontre avec une informatrice au parc Monceau. 20 minutes plus tard, avec du personnel de sécurité positionné discrètement autour du parc, Karim s'assit sur un banc près de la grande fontaine, avec des lignes de mire claires. Hélène arriva, l'air épuisé, regardant constamment par-dessus son épaule. Elle se glissa sur le banc en face de lui. « Je ne peux pas rester longtemps », commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Il nous surveille. » Les membres d'équipage qui pourraient te soutenir sont réaffectés sur des routes internationales long courrier, effectivement réduits au silence. Merci de prendre ce risque, dit Karim sincèrement. Hélène posa une clé USB sur le banc. Tout est là. Enregistrement des instructions d'Antoine avant ton vol. Documentation d'autres incidents. Mail interne sur la reclassification des passagers basé sur l'apparence ou le nom de famille. Sa main tremblait. Il y a un schéma. Ce n'est pas seulement toi. C'est incroyablement courageux, Hélène. Ils essaient d'acheter mon silence, avoua-t-elle. Antoine m'a offert une promotion sur les routes internationales de première classe, comme Paris-Miami ou Dubaï, si je signe une déclaration disant que tu étais perturbateur. Et si tu ne signes pas, je serai restructuré lors de la prochaine vague de licenciements. Un PS au plan de sauvegarde de l'emploi. Elle vérifia nerveusement sa montre. Je dois y aller. Mon superviseur pense que je suis à un rendez-vous médical. Alors qu'Hélène se levait pour partir, elle ajouta « Vérifie l'enregistrement du 15 mars. » Un autre cadre. Maghrébin aussi. Situation similaire. Antoine a appelé sa récupération de siège prioritaire dans son email. Avec la clé USB en sécurité, Karim retourna au centre de commandement. Les preuves fournies par Hélène se révélèrent inestimables, une documentation détaillée de nombreux incidents de discrimination, tout portant les empreintes digitales d'Antoine de Villiers. Le plus accablant était un enregistrement d'Antoine instruisant Hélène avant le vol de Karim « Je me fiche de ce que dit sa carte d'embarquement. Trouve une raison de le déplacer. Matt Bernard a besoin de ce siège et il ne veut pas s'asseoir à côté d'eux. Eh bien, tu sais. Fais en sorte que ça arrive. » L'équipe de Karim travailla méthodiquement, corrélant les preuves d'Hélène avec les plaintes qu'ils avaient recueillies indépendamment. Un schéma clair émergea, où moins 9 cas où des passagers non blancs ou avec des noms de famille arabes, avec des billets business, avaient été relogés lorsque certains VIP et maisons demandaient leur siège. En milieu d'après-midi, Karim reçut une mise à jour inquiétante de son équipe de sécurité, sujet de Villiers à contacter détective privé Verita à nouveau. La surveillance indique une cible possible sur Chevalier, Hélène. Karim dépêcha immédiatement une protection pour Hélène et l'alerta de la menace. Quelques heures plus tard, sa précaution se révéla justifiée quand Hélène appela, très secouée. « Quelqu'un est entré dans mon appartement », rapporta-t-elle. Ils n'ont rien pris de valeur, mais ils ont fouillé mes dossiers personnels et mon ordinateur portable du travail a disparu. Tu es en sécurité maintenant ? Oui, votre équipe de sécurité est arrivée rapidement. Ils me relogent. Pendant ce temps, Antoine devenait de plus en plus désespéré. Ayant échoué à réduire Hélène au silence, il tenta de soudoyer une autre hôtesse qui avait été témoin de l'incident. Quand cela échoua, il recourut à des mesures plus extrêmes. Cette nuit-là, l'enquêteur principal de Karim, David Martin, rentrait d'une entrevue avec un ancien cadre d'Aéria à Versailles. Alors qu'il circulait sur le périphérique parisien, 2 individus sur une moto de grosse cylindrée se portèrent à la hauteur de sa voiture, frappèrent la vitre du conducteur avec un objet contondant, faisant perdre le contrôle à David qui percuta la médiane. Il s'en sortit avec des blessures légères et plusieurs côtes cassées, mais le message était clair. Les enjeux avaient escaladé au-delà des réputations professionnelles. Ce n'était pas aléatoire, insista David depuis son lit d'hôpital, un bandage couvrant son front. Le conducteur savait exactement qui j'étais et sur quoi je travaillais. C'était un avertissement. Karim déplaça la famille de David pour le soutenir et doubla la sécurité pour tous ceux impliqués dans l'enquête. Ce qui avait commencé comme une affaire de classisme et de xénophobie s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Le lendemain matin, Karim reçut un appel de Charles-Henri, le PDG. « Karim, c'est aller trop loin », commença Henri, sa voix trahissant le stress. « Réglons cette situation en homme d'affaires.
Aéria est prête à vous offrir un siège à notre conseil, plus un accord substantiel si vous libérez les fonds gelés et signez un accord de confidentialité NDA. Charles, cela a cessé d'être une affaire commerciale au moment où votre vice-président a mis ma sécurité en danger, répondit Karim. Il s'agit maintenant de responsabilité. Antoine a commis une erreur. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Un choix qu'il a fait à plusieurs reprises, selon les preuves que nous avons rassemblées. Le ton d'Henri se durcit. Dame preuve? Ou une employée mécontente avec un agenda. Plusieurs employés, plusieurs incidents, plus des images de sécurité, des emails et des enregistrements, contre-attaqua Karim. Le schéma est indéniable. Ces accusations pourraient sérieusement nuire. Elles l'ont déjà fait, Charles. Et elles continueront à le faire jusqu'à ce que vous vous attaquiez à la cause racine. Après avoir raccroché, Karim remarqua un nouveau développement en ligne. Antoine avait apparemment décidé d'une inversion publique de sa stratégie. Aéria publia un communiqué affirmant que son enquête interne avait révélé que Karim était perturbateur et s'était déplacé volontairement en écho après qu'on lui ait offert une compensation. Ce mensonge éhonté aurait pu fonctionner à leurs pré-réseaux sociaux, mais des dizaines de passagers avaient filmé. L'incident et leurs enregistrements contredisaient chaque aspect de la déclaration d'Aéria. La crédibilité de la compagnie aérienne s'effondra encore plus alors que des journalistes indépendants de médias comme Mediapart et Libération commençaient à faire le lien entre le cas de Karim et d'autres incidents de discrimination. L'historique du comportement problématique d'Antoine devint une nouvelle de première page. Cependant, Antoine resta défiant, disant lors d'une interview sur Teneur des Pros, c'est une campagne ciblée par Horizon Capital pour dévaluer Aéria en vue d'une OPA hostile. Monsieur Bencherif joue la carte de la victimisation pour détourner l'attention de ses tactiques commerciales prédatrices. Cette nuit-là, alors que Karim passait en revue les événements de la journée, il reçut un message inattendu de Sandra Royer, la membre principale du conseil d'Aéria. C'est l'aller trop loin. Antoine agit sans contrôle. Certains d'entre nous veulent parler en privé. Pour la première fois depuis le début de l'incident, Karim sentit une fracture dans le front uni d'Aéria. Les tactiques de plus en plus imprudentes d'Antoine aliénaient ses propres alliés. Rassemblez tout le monde, instruisit Karim à son équipe. Il est temps de présenter nos preuves à des membres sélectionnés du conseil. Antoine commet des erreurs critiques. Capitalisons dessus. Nous sommes en direct dans 5, 4, 3. Le producteur compta en silence tandis que Karim Bencherif s'asseyait face à la journaliste chevronnée Caroline Roux sur le plateau de l'événement sur France 2. La lumière rouge de la caméra s'alluma et Caroline s'adressa aux millions de téléspectateurs. Bonsoir. Ce soir, nous accueillons Karim Bencherif, PDG d'Horizon Capital, qui s'est retrouvé au centre d'un incident viral de discrimination et de classisme à bord d'un vol d'Aéria France la semaine dernière. Monsieur Bencherif, merci d'être ici. Merci de m'inviter, Caroline, répondit Karim, sa posture détendue mais digne dans son costume bleu marine parfaitement coupé. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Avec une précision mesurée, Karim relata les événements, sans embellir ni minimiser l'humiliation qu'il avait subie. Son comportement calme contrastait fortement avec le traitement scandaleux qu'il décrivait. Le plus inquiétant, conclut-il, c'est que ce n'était pas un incident isolé. Nous avons découvert un schéma de discrimination similaire chez Aéria, impliquant particulièrement Antoine de Villiers, leur vice-président des opérations. Aéria a affirmé que vous étiez perturbate, souligna Caroline Roux, connue pour son style incisif. Comment répondez-vous à ces données? Les vidéos parlent d'elles-mêmes, répondit Karim simplement. Plusieurs passagers ont filmé l'incident sous différents angles. Aucun ne montre un comportement perturbateur de ma part. Ce sont des faits, pas des opinions. Et l'aspect financier? Vous avez gelé un paiement de 25 millions d'euros à Aéria. Est-ce une représaille? Non. C'est une responsabilité. Horizon Capital ne peut pas, en bonne conscience, investir dans une compagnie qui permet le classisme et la discrimination systémique. Nous avons présenté à Aéria des changements structurels spécifiques requis avant de procéder à notre investissement. À mesure que l'interview se poursuivait, Karim trouva un équilibre parfait, professionnel mais passionné, ferme mais raisonnable. Il ne semblait ni en colère ni vengeux, mais plutôt déterminé à créer un changement significatif. L'impact fut immédiat. Le hashtag Aéria rend escompte commença à être en tendance nationale sur 10e Twitter avant même la fin de l'interview. Les actions d'Aéria, qui s'étaient brièvement stabilisées, chutèrent de 8% supplémentaires dans les échanges hors séance. De retour dans son appartement sécurisé de Passy, Karim observa comment d'importants clients corporatifs grandes entreprises du CAC 40 suspendaient publiquement leurs contrats avec Aéria. Les contrats gouvernementaux de la compagnie aérienne pour les voyages de fonctionnaires furent mis sous examen.
Les sites de voyage comme eDream ajoutèrent des avertissements aux consommateurs sur les réservations aériennes. Son téléphone sonna. C'était Aïcha Sapeo avec une mise à jour. Ton interview les a anéantis. Le bureau de Charles-Henri appelle toutes les 15 minutes. Le conseil est en session d'urgence. Et Antoine? Il double la mise. Il a programmé sa propre interview demain matin sur Kneu. Karim hocha la tête pour lui-même. Parfait. Laissez-le continuer à parler. Le lendemain matin, Antoine de Villiers apparut à l'écran, vêtu d'un costume cher et d'une épinglette du drapeau français à la boutonnière. Son visage était rougeau malgré le maquillage professionnel. C'est une attaque calculée contre une grande entreprise française, insista Antoine lorsqu'on l'interrogea sur l'incident, sur un ton visiblement agité. Monsieur Bencherif a délibérément créé cette situation pour faire baisser la valeur de nos actions. Horizon Capital a un historique de ces tactiques prédatrices. Mais la vidéo montre clairement, pressa l'intervieweur qui était notablement amical. La vidéo ne montre pas ce qui s'est passé avant, interrompit Antoine. Bencherif a été conflictuel avec notre équipage. Il a refusé d'accepter des offres raisonnables. Il voulait faire un spectacle. Interrogé sur les accusations de discrimination et de classisme, Antoine devint défensif. Je trouve offensant qu'à chaque fois que quelqu'un avec un nom de famille particulier n'obtient pas exactement ce qu'il veut, il affirme immédiatement qu'il y a discrimination. C'est la France. Ça n'existe pas ici. Aéria a un historique de diversité exemplaire. La performance fut désastreuse. Antoine paraissait évasif avec un air de privilège de naissance et de plus en plus agité. En revanche, l'interview sereine de Karim sur France 2 continuait de gagner une attention positive sur tout le spectre politique. La crise d'Aéria s'approfondissait d'heure en heure. L'interview d'Antoine généra de nouveaux mèmes et compilations. Vidéos contrastant ses affirmations avec les images de l'avion. Dames célébrités et influenceurs français comme Squeezie exprimèrent leur soutien à Karim sur les réseaux. Une importante organisation de droits civiques comme SOS Racisme annonça son intention d'enquêter sur les pratiques d'Aéria. À midi, la capitalisation boursière d'Aéria avait perdu plus de 800 millions d'euros depuis le début de l'incident, plus de 6 fois l'investissement gelé de Karim. Cependant, Antoine n'avait pas terminé. Grâce à ses relations, il fit fuiter une histoire dans le tabloïd numérique Valeurs Actuelles suggérant que Karim avait des sources de financement troubles au Maghreb, insinuant des connexions peu claires. Bien que complètement fabriquée, l'histoire gagna du terrain dans certains cercles d'extrême droite. Ils sont désespérés, observa Julien Alonso l'avocat lors de leur appel stratégique. Mais cela a un certain impact. 2 investisseurs institutionnels ont appelé pour s'informer de ces rumeurs. Karim resta impassible. Attendu. Antoine suit le manuel classique. Quand les faits ne sont pas de votre côté, attaquez le caractère de la victime et ses origines. Son équipe média surveilla la situation attentivement, notant quels médias amplifiaient les fausses affirmations d'Antoine et lesquels cherchaient des reportages basés sur les faits. Stratégiquement, ils publièrent des preuves à l'appui à des journalistes de confiance chez Mediapart et Libération, construisant progressivement un dossier public irréfutable. Une autre opportunité se présenta lorsqu'un éminent podcast d'affaires français comme Génération Do It Yourself sollicita Karim comme invité. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'incident, Karim utilisa la plateforme pour discuter des problèmes plus larges de classisme et de manque de méritocratie dans le monde corporatif français, et sa vision du changement. Il ne s'agit pas d'un vol ou d'une compagnie aérienne, expliqua-t-il de manière réfléchie. Il s'agit de la responsabilité dans des espaces où le piston et les préjugés ont été normalisés depuis trop longtemps. Quand j'ai lancé Horizon, je me suis engagé à utiliser notre influence financière pour un changement positif. Cela fait partie de cette mission. Le podcast devint viral, particulièrement parmi les étudiants en commerce et les jeunes professionnels. Le hashtag méritocratie réelle commença à être en tendance, avec des milliers partageant des histoires de pistons et de discrimination qu'ils avaient vécues en entreprise. La contre-offensive d'Antoine continua de se détériorer. Sa tentative de détourner l'attention des problèmes principaux avec des attaques de caractère ne fit qu'accroître l'intérêt public pour les preuves que l'équipe de Karim publiait systématiquement. Le coup le plus dommageable pour Antoine arriva lorsque 3 célébrités majeures partagèrent leurs propres expériences négatives sur des vols aériens, mentionnant spécifiquement l'implication d'Antoine de Villiers. Leur portée combinée sur les réseaux sociaux dépassait les 50 millions d'abonnés. Les clients corporatifs d'Aéria continuèrent de quitter le navire. La vente de billets s'effondra. La compagnie annonça des mesures d'urgence de réduction des coûts, y compris un possible PS plan de sauvegarde de l'emploi. Cependant, le développement le plus inquiétant pour Karim fut personnel. Sa famille à La Courneuve commença à recevoir des menaces.
L'adresse du modeste appartement de sa mère fut publiée sur des forums extrémistes. Son neveu, en âge d'aller à l'université, fut harcelé sur le campus. Karim organisa immédiatement une sécurité complète pour tous les membres de sa famille. Mais le coût émotionnel fut significatif. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de l'incident, le doute s'installa. Le coût de cette prise de position de principe devenait-il trop élevé? Un appel de Mathieu Sorel, son mentor, le stabilisa. Ils attaquent ta famille parce qu'ils perdent sur le fond, observa son mentor. C'est ainsi que le pouvoir en place se protège en rendant le coût personnel de le défi insupportable. Je sais, reconnut Karim. Mais le savoir ne le rend pas plus facile. Rien qui vaille la peine ne l'est, répondit Mathieu. Tu te souviens pourquoi tu as lancé Horizon en premier lieu? Karim s'en souvenait. Il avait fondé Horizon non seulement pour créer de la richesse, mais pour transformer des espaces où des gens comme lui avaient été traditionnellement exclus. Chaque investissement portait cette mission. Le lendemain matin, Karim apparut lors d'une conférence de presse au Club de la Presse de Paris. Accompagné par les familles de septembre autres personnes ayant vécu une discrimination similaire sur des vols aériens. Leur témoignage collectif peignit une image dévastatrice de biais systématiques. Le paysage médiatique avait complètement changé. Ce qu'Antoine avait tenté de dépeindre comme la campagne vengeresse d'un seul homme se révélait maintenant clairement comme un schéma de discrimination d'entreprise affectant des dizaines de personnes. Cette nuit-là, Karim reçut la nouvelle qu'il attendait. Plusieurs membres du conseil d'Aéria, dont Sandra Royer, avaient demandé des réunions privées, séparées de Charles-Henri ou d'Antoine. Le vent tournait. L'imposant bâtiment du tribunal de commerce de Paris dominait le boulevard. Aujourd'hui, ces salles seraient témoins d'une autre bataille, l'Aéria France contre Horizon Capital. Une audience en référé sur la motion d'Aéria pour forcer la libération des 25 millions d'euros gelés. Karim Ben Cherif s'assit aux côtés de son équipe juridique, observant les avocats d'Aéria du prestigieux cabinet Gide Loire-Nouel organiser leurs matériaux à la table adverse. Antoine de Villiers et Charles-Henri le PDG occupaient des positions de premier plan derrière leurs avocats. Antoine se penchait pour chuchoter des instructions, tandis qu'Henri semblait de plus en plus décharné. Entra le juge Richard Montalande, un magistrat de la vieille garde avec 30 ans de carrière, connu pour son adhésion stricte et souvent inflexible au droit des contrats. Sa réputation avait initialement inquiété l'équipe de Karim. La séance est ouverte, annonça le greffier, présidé par le juge Richard Montalande. L'avocate principale d'Aéria, maître Elvire Suaré, se leva la première. Monsieur le juge, il s'agit d'un simple litige contractuel. Horizon Capital a signé un accord contraignant pour fournir un investissement en capital à Aéria. Le paiement initial de 25 millions d'euros a été traité puis illégalement annulé par Monsieur Ben Cherif en réponse vengeresse à un problème mineur de service client. Le juge Montalande regarda par-dessus ses lunettes. Et la base pour geler les fonds, maître Alonso? Julien Alonso, l'avocat de Karim, se leva. Force majeure, monsieur le juge. Le contrat contenait des dispositions standards permettant la suspension des obligations dans des circonstances extraordinaires. Monsieur Bencher a été physiquement déplacé de son siège légitime sur la base d'une discrimination fondée sur son origine par des cadres d'Aéria. Spécifiquement monsieur De Villiers, créant des conditions qui ont fondamentalement altéré la relation entre les parties. Elvire Suaré ricana. Difficilement de la force majeure. Monsieur Ben Cherif a été courtoisement relogé selon les protocoles standards de la compagnie aérienne. Il tente de tirer parti d'un incident de vol ordinaire pour obtenir un avantage contractuel. Le juge Montalande fronça les sourcils. Maître Suaré, j'ai vu les vidéos comme tout le monde. Ce n'était pas un incident ordinaire. Cependant, la question devant ce tribunal est de savoir si cela constitue un motif pour retenir des fonds contractuellement obligatoires. Pendant les 2 heures suivantes, les arguments volèrent d'un côté à l'autre. Aéria présenta des témoignages soigneusement sélectionnés d'hôtesses affirmant que Karim avait été peu coopératif. Ils présentèrent des déclarations de passagers qui n'avaient pas été témoins du début de la confrontation mais qui avaient entendu des voix élevées. Quand Antoine de Villiers monta à la barre, il projeta une autorité confiante. Monsieur Ben Cherif a fabriqué cette controverse pour extorquer des concessions à Aéria, témoigna-t-il doucement. Notre équipage de vol a fait un ajustement de siège de routine basé sur les besoins opérationnels. Monsieur Ben Cherif est devenu conflictuel, nécessitant l'intervention de la police nationale. Lors du contre-interrogatoire, Julien démantela méthodiquement le narratif d'Antoine, soulignant les incohérences entre son témoignage et les preuves vidéo. Cependant, le juge Montalande semblait impassible, posant des questions qui suggéraient une sympathie pour la position d'Aéria, tandis que Karim observait. Il remarqua des échanges subtils entre Antoine et le juge. Un regard partagé, un léger hochement de tête. Quelque chose n'allait pas.
Pendant une pause, Karim chuchota à Julien, le juge connaît Antoine. Julien hocha imperceptiblement la tête. L'équipe d'enquête vient de confirmer. Même club. Le Jockey Club. Le fils du juge Montalande a fait son stage chez Aéria l'été dernier. Dans le département d'Antoine. Devrions-nous demander la récusation? Trop tard. Cela l'antagoniserait encore plus. La meilleure stratégie maintenant est de construire un dossier blindé pour l'appel. Lorsque le procès reprit, l'équipe juridique d'Aéria introduisit une nouvelle affirmation. Ils présentèrent une chaîne de messages WhatsApp manipulés suggérant que Karim avait prévu de retenir le paiement indépendamment de son expérience de vol. Objection, s'exclama Julien. Ces documents sont fabriqués. Grave accusation, maître, admonesta le juge Montalande. Avez-vous des preuves? Nous pouvons présenter des preuves de métadonnées montrant que ces messages ont été créés hier, répondit Julien. Le juge Montalande balaya d'un geste. Présentez votre expertise informatique plus tard. Pour l'instant, ces documents sont admis. À la fin de l'après-midi, le schéma était indubitable. Le juge Montalande favorisait systématiquement les arguments d'Aéria tout en trouvant des raisons procédurales pour exclure les preuves les plus solides d'Horizon. Puis vint le coup le plus dommageable. Le juge décida que le témoignage d'Hélène Chevalier, la chef de cabine, était irrecevable pour un vice de forme. Sa convention collective contenait une clause qui, selon Aéria, l'obligeait à porter tout litige interne d'abord devant le comité social et économique CS, l'empêchant de témoigner devant un tribunal civil. Sans le récit direct d'Hélène sur les instructions d'Antoine, le dossier de Karim s'affaiblit substantiellement. Julien lutta vaillamment contre chaque décision défavorable. Mais le juge Montalande semblait déterminé à statuer en faveur d'Aéria. En fin de journée au tribunal, le juge Montalande annonça « Je rendrai mon ordonnance demain matin à 9 h. Sur la base des débats d'aujourd'hui, je suis enclin à accueillir la motion d'Aéria et à ordonner la libération immédiate des fonds. » La salle commença à se vider. Antoine capta le regard de Karim de l'autre côté de la salle, son expression triomphante. Rien de personnel, articula-t-il en silence, son sourire révélant que c'était, en fait, profondément personnel. À l'extérieur du tribunal, les journalistes grouillaient. Charles-Henri fit une brève déclaration exprimant sa confiance dans le processus légal, tandis qu'Antoine ajoutait « La vérité prévaut sur la manipulation des réseaux sociaux. Aéria espère laisser derrière elle cette controverse fabriquée. » Dans la salle de guerre temporaire de son équipe juridique dans un hôtel voisin le Meurice, Karim assimila les implications. Si Montalande statue contre nous demain, quel est notre risque? Julien grimaça. Au-delà des 25 millions, il y a la possibilité de frais de justice, de dommages et intérêts, et de préjudices réputationnels. Plus inquiétant, cela crée un précédent qui pourrait s'appeler cas de discrimination et de harcèlement moral dans toute l'industrie. Karim arpenta la pièce, réfléchissant aux options. Si le système est truqué, nous devons changer de terrain. L'appel prendra des mois, avertit Julien. Je ne parle pas de terrains légaux. Karim se tourna vers Aïcha Sateo. Préparez-vous pour une transparence médiatique maximale. Si Montalande statue contre nous, nous publions tout. Toutes les preuves, tous les témoignages, toutes les connexions entre Antoine et le juge. C'est l'option nucléaire, avertit Julien. Cela pourrait se retourner contre nous. Qu'il en soit ainsi, répondit Karim. Cela a cessé d'être une question d'argent au moment où ils ont appelé la police nationale pour me sortir de ce siège. Plus tard cette nuit-là, alors que Karim examinait les minutes du procès, son téléphone sonna. Un numéro masqué. Monsieur Ben Chérif, c'est Sandra Royer, du conseil d'Aéria. Madame Royer, c'est audacieux de votre part d'appeler pendant un litige actif. C'est aller trop loin, dit-elle, sa voix tendue par une colère contenue. Plusieurs d'entre nous au conseil venons d'apprendre la connexion d'Antoine avec le juge Montalande. Nous n'avons pas autorisé cette manipulation. Pourtant, vous en avez bénéficié aujourd'hui, observa Karim. Certaines victoires ne valent pas leur coût, répondit Sandra de manière énigmatique. Vérifiez votre email dans 15 minutes. L'email arriva exactement à l'heure. Dame communication interne d'Aéria, révélant qu'Antoine s'était vanté auprès d'autres cadres d'avoir tiré des ficelles. Utilisé son influence pour s'assurer que l'affaire tombe dans le tribunal de Montalande, ainsi que des preuves de leur longue relation personnelle. Karim transféra immédiatement le tout à Julien, qui appela en quelques minutes. Cela change tout, dit Julien. Nous pouvons déposer une demande de récusation d'urgence demain à la première heure. Trop tard pour l'ordonnance de demain. Probablement, admit Julien. Mais parfait pour l'appel. Et potentiellement pour une plainte formelle auprès du CSM Conseil supérieur de la magistrature pour partialité et faute professionnelle. Karim termina l'appel, regardant par la fenêtre de son hôtel les lumières de la ville. La décision de demain irait probablement à l'encontre d'Horizon.
Une perte tactique stratégiquement conçue par le piston d'Antoine de Villiers. De l'autre côté de la ville, Antoine célébrait sans doute sa victoire apparente. Mais dans le jeu d'échecs complexe qu'il jouait, Karim venait de gagner quelque chose de bien plus précieux qu'une décision favorable. Il avait exposé la corruption au cœur du système sur lequel Antoine comptait pour sa protection. La vraie bataille ne faisait que commencer. L'ordonnance du juge Montalande arriva exactement comme prévu. Elle ordonna la libération immédiate des 25 millions d'euros gelés, plus le paiement des frais de justice et des dommages-intérêts punitifs pour interférences contractuelles malveillantes. Son écrit contenait un langage qui aurait pu être rédigé par le cabinet d'Aéria, rejetant les allégations de discrimination comme des tactiques de levier opportunistes. Le tour de victoire d'Antoine de Villiers commença immédiatement. L'équipe de relations publiques d'Aéria publia des déclarations triomphantes sur la justification et la justice rendue. Les analystes financiers améliorèrent la note de l'action de la compagnie, qui rebondit de 7% sur le CAC 40 à la mi-journée. Antoine lui-même apparut sur BFM TV, projetant une magnanimité élégante. Bien que nous soyons satisfaits de la décision du tribunal, Aéria reste engagé à répondre à toute préoccupation légitime concernant notre service client, déclara-t-il doucement. Nous espérons que M. Bencherif honorera maintenant ses obligations contractuelles afin que les deux compagnies puissent avancer de manière productive. Le narratif soigneusement élaboré semblait fonctionner. Le sentiment du marché changea perceptiblement tandis que les commentateurs se demandaient si l'incident viral n'avait pas été exagéré. Plusieurs publications, notamment Le Figaro et Valeurs Actuelles, publièrent des éditoriaux examinant le procès par les réseaux sociaux et les dangers de juger trop hâtivement. Karim observa ces développements depuis son appartement sécurisé, ayant à nouveau déménagé après avoir reçu des menaces de sécurité crédibles. Son équipe avait anticipé ce revirement et s'y était préparée en conséquence. Le juge Montalande nous a donné exactement ce que nous voulions, rapporta Julien Alonso. Nous avons déjà déposé notre appel et la plainte formelle pour partialité auprès du CSM. Combien de temps avant qu'il ne soit entendu ? Demanda Karim. D'un mois, potentiellement. Le système fonctionne lentement, ce qui profite à ceux qui sont déjà au pouvoir. Karim hocha la tête pensivement. Alors nous allons accélérer. Son virage stratégique commença subtilement. D'abord, l'équipe de Karim fit fuiter la documentation sur les connexions du juge Montalande avec Antoine de Villiers. Non pas via des communiqués de presse, mais via des canaux sécurisés à des journalistes d'investigation de confiance chez Mediapart et Libération. Les preuves incluaient les photos d'eux jouant au golf au Jockey Club des semaines avant l'audience et les enregistrements des messages WhatsApp où Antoine se vantait d'avoir l'affaire dans la poche. Au crépuscule, des experts en éthique judiciaire apparaissaient sur des chaînes d'information comme LCI remettant en question la légitimité de la décision de Montalande. La victoire légale qu'Antoine avait célébrée semblait soudainement entachée. Mais le véritable tournant arriva de manière inattendue. Alors que Karim revoyait la stratégie avec son équipe, sa ligne sécurisée sonna. C'était Hélène Chevalier, la chef de cabine. « Ils viennent me chercher », commença-t-elle sans préambule, la voix tremblante. Antoine m'a offert la promotion sur les routes internationales si je signe une déclaration contredisant mon témoignage précédent. Quand j'ai refusé, il a menacé de me licencier pour des problèmes de performance qu'ils ont soudainement découverts. « Êtes-vous en sécurité ?» demanda Karim immédiatement. « Pour l'instant. Mais il y a plus. » Antoine a approché une autre hôtesse, Laura Torres, avec la même offre. Elle l'a enregistrée. Karim sentit un frisson. Enregistré. Quoi ? Tout. Les menaces explicites. Les instructions explicites pour mentir sur ce qui s'est passé sur le vol. Est-elle prête à le présenter ? Oui, mais elle est terrifiée. Antoine lui a dit qu'il a des amis dans la police qui pourraient causer des problèmes à son frère, qui a un casier mineur pour possession de drogue. Nous pouvons fournir une protection pour vous deux, l'assura Karim. Mon équipe de sécurité vous contactera dans 1 heure. À minuit, Hélène Chevalier et Laura Torres avaient été relogées dans des logements sécurisés. L'enregistrement par Laura de la tentative d'intimidation d'Antoine était dévastateur, une preuve claire de subornation de témoins, un délit grave. Le lendemain matin, l'équipe de Karim fit son mouvement le plus audacieux. Au lieu de publier l'enregistrement via les médias, ils le présentèrent directement au PNF, Parquet national financier, et au Parquet anticorruption, avec une documentation exhaustive du schéma de discrimination d'Antoine, d'intimidation de témoins et maintenant, de preuves de possible partialité judiciaire. Simultanément, ils mirent Hélène et Laura en contact avec les producteurs des Envoyés spécial France 2, qui enquêtaient sur la discrimination et le harcèlement moral dans l'industrie aérienne depuis des mois. L'interview résultante fut programmée pour être diffusée le vendredi soir, prime time pour un impact maximal. Antoine, sentant le vent tourner, devint de plus en plus désespéré. Grâce à ses connexions dans l'agence de détectives Verita,
Il obtint l'accès à la base de données clients confidentielle d'Horizon, y plaçant des preuves suggérant des irrégularités financières dans les transactions de Karim. Plus précisément, il fabriqua des transferts qui semblaient lier les fonds d'Horizon à des paradis fiscaux comme Andorre et le Luxembourg. En quelques heures, un lanceur d'alerte anonyme avait déposé des plaintes auprès de l'AMF, Autorité des marchés financiers, et du PNF, déclenchant des enquêtes préliminaires sur les pratiques commerciales d'Horizon Capital. Les nouvelles de ces enquêtes furent stratégiquement fuitées aux médias financiers, créant une pression renouvelée sur la compagnie de Karim. Ce qu'Antoine n'avait pas anticipé, c'est que Karim s'attendait précisément à ce mouvement. D'un mois auparavant, prévoyant des batailles potentielles avec des intérêts établis, Karim avait mis en œuvre des protocoles de sécurité extraordinaires avec blockchain pour tous les systèmes d'Horizon. Chaque tentative d'accès, chaque interaction de fichiers était méticuleusement enregistrée. Les preuves fabriquées qu'Antoine Via Verita avait plantées furent marquées numériquement grâce à ces mesures de sécurité, créant une preuve irréfutable d'espionnage industriel et de dénonciation calomnieuse aux agences gouvernementales, tous deux des délits graves. À l'approche de la diffusion des envoyés spéciaux, la tension monta considérablement. Hélène reçut des menaces anonymes lui conseillant de ne pas apparaître. Le frère de Laura fut soudainement arrêté pour une infraction mineure au code de la route et détenu sans caution. Antoine pensait qu'il envoyait des avertissements. En réalité, il construisait le dossier contre lui. L'émission du vendredi soir fut catastrophique pour Aéria. Hélène Chevalier, sereine et crédible, détailla les politiques de discrimination systématique d'Antoine. Laura Torres diffusa l'enregistrement accablant de ses tentatives d'intimidation. 6 autres anciens employés partagèrent des expériences similaires, créant une image écrasante d'une culture toxique émanant directement d'Antoine de Villiers. Le segment final présenta un expert en sécurité aérienne analysant le bilan d'Aéria sous Antoine, identifiant des schémas inquiétants de réduction des coûts compromettant potentiellement la sécurité des passagers. La réaction publique fut immédiate et écrasante. Les actions d'Aéria chutèrent de 20% en préouverture du marché. Les principaux actionnaires institutionnels, y compris le Fonds souverain de Norvège, publièrent des déclarations exigeant l'action du Conseil. Le hashtag Aéria corrompu fut en tendance mondiale. Plus significativement, le parquet anticorruption confirma une enquête active sur des allégations de subornation de témoins et d'obstruction à la justice liées à des litiges récents impliquant Aéria France. Antoine répondit par sa manœuvre la plus désespérée. Grâce aux preuves manipulées et à ses connexions policières corrompues, il orchestra une perquisition dans les bureaux d'Horizon Capital à la Défense, sur la base des irrégularités financières fabriquées qu'il avait plantées. Les images d'agents du PNF sortant des boîtes du siège d'Horizon firent là une des informations financières quelques minutes après le début de la perquisition. Les actions d'Horizon dans les fonds cotés chutèrent brusquement alors que les investisseurs réagissaient à l'apparente confirmation d'irrégularités. Karim, qui avait anticipé même cette tactique extrême, garda son calme. Laissez le processus suivre son cours, instruisit-il son équipe de direction inquiète. Nous avons tout documenté. La vérité éclatera. Mais en privé, il reconnut l'augmentation des enjeux. Antoine était passé du combat professionnel au territoire de la guerre sale. Le risque pour la compagnie, la réputation et la liberté personnelle de Karim avaient augmenté de manière exponentielle. Cette nuit-là, alors que Karim se préparait pour un appel d'urgence avec les investisseurs pour aborder la perquisition, les dernières nouvelles apparurent sur BFM Story, exclusif Antoine de Villiers. VP d'Aéria, nommé comme cible dans une enquête de corruption du PNF. Le PNF, en examinant les preuves que Karim avait présentées, y compris la preuve du piratage de Verita, avait rapidement reconnu la nature fabriquée des preuves contre Horizon. L'enquête avait pivoté à 180 degrés pour se concentrer sur les actions d'Antoine. En quelques heures, le narratif s'inversa complètement. Les nouvelles financières analysèrent comment Antoine avait apparemment manipulé les agences de l'État pour attaquer un rival commercial. Les experts juridiques discutèrent des charges potentielles, subornation de témoins, obstruction à la justice, espionnage industriel, dénonciation calomnieuse. À l'aube, Karim reçut la nouvelle que Charles-Henri, le PDG, avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration chez Aéria. L'étau se resserrait sur Antoine de Villiers. Mais il restait à Antoine une dernière carte à jouer. Une dernière tentative désespérée pour les entraîner tout dans sa chute. Karim Ben Cherif se tenait devant les employés rassemblés d'Horizon Capital, projetant calme et confiance malgré la semaine tumultueuse de la compagnie. Le PNF, Parquet national financier, avait publiquement clarifié qu'Horizon n'était pas la cible de son enquête, mais la victime d'une attaque corporative. Mais le marché restait nerveux. Leurs fonds gérés étaient encore en baisse de 12%. Je sais que ces derniers jours ont créé de l'incertitude, reconnut Karim. Mais je peux vous assurer qu'Horizon reste sur un terrain solide, tant financièrement qu'éthiquement.
Ce que nous vivons, c'est la réaction violente qui se produit souvent lorsqu'on défie le pouvoir établi, l'establishment. Pendant qu'il parlait, son chef de la sécurité s'approcha discrètement, lui passant une note manuscrite, compte au Luxembourg découvert. De Villiers déplace des actifs. Appelé immédiatement. Karim conclut ses remarques et se retira dans son bureau où son équipe d'enquête attendait avec des découvertes extraordinaires. Nous avons suivi l'argent, commença Maya Chen sans préambule. Antoine de Villiers opère un réseau complexe de comptes offshore au Luxembourg et en Suisse depuis plus d'une décennie. Plus significatif encore, il détient une participation cachée de 5% dans Détective Privé Verita, la même firme qu'il a engagée pour l'espionnage industriel contre nous. Cela crée une connexion financière directe avec l'accès illégal à nos systèmes, observa Karim. Exactement. Mais il y a plus. Nous avons identifié des paiements depuis les comptes luxembourgeois de Villiers à des individus liés aux récentes tentatives d'intimidation contre Hélène Chevalier et Laura Torres, y compris le paiement aux 2 hommes à moto qui ont attaqué David Martin. Association de malfaiteurs et complot criminel, nota Julien Alonso l'avocat. Le parquet anticorruption sera très intéressé. Les preuves étaient exhaustives. Antoine avait maintenu des structures financières cachées méticuleuses pour dissimuler des conflits d'intérêts, des pots de vin de fournisseurs, commissions illégales et des paiements pour diverses formes de coercition. Sa richesse apparente ne provenait pas seulement de son salaire chez Aeria, mais de l'exploitation systématique de sa position à des fins personnelles. Le plus accablant est ceci, continua Maya, montrant des registres financiers. De Villiers a reçu des paiements substantiels qui coïncidaient avec les décisions d'Aeria de refuser des promotions à des cadres issus de minorités qui avaient déposé des plaintes pour discrimination. Il était payé pour maintenir le statu quo, pour garder certaines personnes hors de la direction, réalisa Karim. L'équipe compila ces découvertes dans un rapport complet, qu'ils fournirent simultanément au PNF, au parquet anticorruption et à l'AMF, autorité des marchés financiers. Les preuves étaient trop substantielles, trop bien documentées pour être ignorées. Pendant ce temps, au siège d'Aeria à Marseille, Antoine de Villiers se battait pour sa vie professionnelle. La réunion d'urgence du Conseil s'était étendue à sa 6e heure, Antoine maintenant son innocence contre les preuves croissantes. C'est une attaque calculée de Ben Cherif, insista Antoine. Il manipule les agences de l'État tout comme il a manipulé les réseaux sociaux. Sandra Royer, qui était devenue la critique la plus vocale d'Antoine au Conseil, répondit froidement. Le PNF n'ouvre pas d'enquête sur la base des tendances 10e Twitter, Antoine. Ils ont des preuves. Dame, preuve que tu n'as pas pu réfuter. Cette compagnie t'a soutenu pendant l'incident initial, ajouta Charles-Henri le PDG, son ancien allié prenant maintenant visiblement ses distances. Nous avons accepté ton explication selon laquelle Ben Cherif était difficile. Nous t'avons soutenu pendant la réaction publique. Mais l'intimidation de témoins, les comptes au Luxembourg, cela va bien au-delà d'un litige de siège. À mesure que la pression montait dans la salle de conseil, le sang-froid d'Antoine commença à se fissurer. Sa persona professionnelle soigneusement construite, polie, mesurée, autoritaire laissa place à des éclairs du privilège brut et de la colère qui avaient motivé ses actions contre Karim. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut pour faire fonctionner une compagnie aérienne, cria-t-il à un moment. Parfois, des décisions difficiles sont nécessaires. Parfois, les gens sont contrariés. Mais nous faisons ce qui doit être fait. Le conseil observa en silence stupéfait le vrai caractère d'Antoine émerger. C'était donc ça, demanda Sandra à voix basse. Prendre des décisions difficiles sur qui appartient à la business en se basant sur son nom de famille. À l'extérieur de la salle de conseil, la situation se détériora encore plus. Hélène Chevalier apparut sur plusieurs chaînes d'information comme c'est ce soir, accompagnée d'un groupe croissant d'employés actuels et anciens d'Aeria témoignant d'une discrimination systématique. Leurs histoires étaient spécifiques, crédibles et dévastatrices. Un ancien cadre détailla comment Antoine avait bloqué sa promotion, déclarant explicitement « Nos clients premium ne sont pas à l'aise avec certains profils à des postes de direction ». Un responsable des opérations au sol décrivit les instructions d'Antoine de porter une attention supplémentaire aux passagers qui n'ont pas l'air d'appartenir à la business. L'effet cumulatif fut écrasant. La capitalisation boursière d'Aeria avait perdu plus d'1 milliard d'euros. Les principaux clients corporatifs avaient suspendu leurs contrats indéfiniment. Le ministère des Transports annonça un examen complet de la conformité de la compagnie aérienne avec les réglementations antidiscrimination. La position d'Antoine devint intenable lorsque les médias financiers commencèrent à rapporter ses comptes au Luxembourg et ses conflits d'intérêts cachés. Les questions sur l'exposition criminelle potentielle créèrent des préoccupations de responsabilité que le Conseil ne pouvait ignorer. Nous devons régler cela immédiatement, annonça Henri, mettant fin à des heures de délibération. Le Conseil va voter sur le licenciement disciplinaire d'Antoine pour faute grave.
Sentant la défaite, Antoine fit une dernière tentative désespérée. Si je tombe, je ne tomberai pas seul. Il sortit son portable, montrant des emails et des messages WhatsApp. Charles-Henri savait tout. Il a approuvé ma gestion des réassignations de passagers il y a des années. Il m'a spécifiquement dit de garder Ben Cherif hors de la business ce jour-là. La salle de conseil éclata en chaos. Henri nia véhémentement les accusations, tandis qu'Antoine produisait des communications de plus en plus accablantes montrant la complicité du PDG dans des pratiques discriminatoires. Alors que le conseil sombrait dans un chaos accusatoire, des agents du PNF arrivèrent avec des mandats de perquisition pour fouiller le bureau d'Antoine et saisir ses appareils électroniques. Alerté par un assistant de direction compréhensif, Antoine tenta de supprimer des fichiers et des communications incriminantes de son ordinateur avant qu'ils ne puissent être saisis. Cet acte désespéré de destruction de preuves fut capturé par les caméras de sécurité du bureau, fournissant au procureur des accusations claires d'obstruction à la justice. Quel que soit le résultat de l'enquête sous-jacente. Au crépuscule, la situation avait atteint son point de rupture. Le Conseil vota à l'unanimité pour licencier Antoine de Villiers pour faute grave, avec effet immédiat. Aéria publia un communiqué public se distanciant de ses actions et promettant une pleine coopération avec les enquêteurs fédéraux. Karim reçut cette nouvelle alors qu'il se réunissait avec son équipe juridique pour coordonner leurs réponses. Le licenciement représentait une victoire significative, mais était loin du changement structurel requis. Ils utilisent Antoine comme bouc émissaire pour sauver l'institution, observa Karim. Le même manuel que nous avons vu d'innombrables fois. Sacrifier une personne tout en protégeant le système qui l'a permise. Ces soupçons se confirmèrent lorsque Charles-Henri donna une conférence de presse qualifiant Antoine de cadre déloyal dont les actions ne reflétaient en aucun cas les valeurs ou les politiques d'Aéria. Je trouve révélateur, commenta Karim à son équipe, qu'Henri soit plus indigné par les irrégularités financières d'Antoine au Luxembourg que par sa discrimination systématique. L'une menaçait l'argent de la compagnie, l'autre ne faisait que nuire à des êtres humains. Tandis qu'Antoine de Villiers faisait face aux conséquences professionnelles et légales de ses actions, Karim se concentra sur la situation dans son ensemble. Antoine était le symptôme d'une maladie plus profonde, une culture d'entreprise qui tolérait, voire récompensait, le classisme et la discrimination tant qu'il restait discret. Nous ne voulons pas seulement qu'Antoine de Villiers soit démis de ses fonctions, dit Karim à son équipe. Nous voulons des systèmes qui empêchent le prochain Antoine de Villiers de gagner du pouvoir en premier lieu. La révélation finale arriva de manière inattendue. Parmi les documents que le PNF saisit du bureau d'Antoine se trouvait un mémo confidence de Charles-Henri, le PDG daté de 3 ans auparavant. Il décrivait une stratégie de confort du passager qui incluait des protocoles spécifiques pour gérer la démographie de la cabine sur les routes premium. Henri n'avait pas seulement toléré les pratiques discriminatoires d'Antoine. Il avait aidé à les créer. 6 semaines après l'incident qui avait déclenché la controverse, Karim Ben Cherif se tenait devant un conseil d'administration d'Aéria France très différent. Fini Antoine de Villiers, faisant maintenant face à des accusations criminelles pour subornation de témoins, obstruction à la justice et délits financiers. Parti aussi Charles-Henri, contraint de démissionner après que son rôle dans l'établissement de politiques discriminatoires le mémo sur le confort du passager fut rendu public. Sandra Royer, élevée au poste de PDG par intérim, avait demandé cette réunion personnellement. À ses côtés siégeaient 5 nouveaux membres du conseil, nommés dans le cadre de la restructuration complète d'Aéria, y compris des représentants des syndicats d'employés et un expert indépendant en éthique d'entreprise. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, monsieur Ben Cherif, commença Sandra. Nous avons passé des semaines à mener un examen implacable de la culture et des pratiques d'Aéria. Ce que nous avons trouvé était profondément troublant, des problèmes systémiques, bien au-delà des actions d'un seul cadre. Elle fit glisser un document sur la table, le cadre d'inclusion et de lutte contre la discrimination nouvellement adopté par Aéria. Une révision complète des protocoles d'embauche, de promotion, de formation et de service client. Ceci représente notre engagement envers un changement significatif, continua Sandra. Nous avons établi des objectifs mesurables, des rapports transparents et une rémunération des dirigeants directement liés aux résultats en matière de diversité et d'inclusion. Karim examina le document attentivement. Il contenait bon nombre des réformes spécifiques qu'il avait proposées, ainsi que des mesures supplémentaires développées en consultation avec des organisations de droits civiques comme SOS Racisme. Impressionnant, reconnut-il, mais les politiques ne sont efficaces que si elles sont mises en œuvre. C'est pourquoi nous sommes ici, répondit Sandra. Aéria demande formellement qu'Horizon Capital réconsidère sa position d'investissement sous des termes substantiellement révisés. La nouvelle proposition décrivait une relation transformée. Horizon recevrait une participation accrue et une représentation au Conseil, y compris des sièges permanents au comité d'éthique et de rémunération d'Aéria.
Plus significatif encore, la compagnie aérienne établirait un conseil de surveillance indépendant avec l'autorité d'enquêter sur les plaintes de discrimination et de recommander des actions correctives contraignantes. Il ne s'agit pas seulement de votre investissement en capital, expliqua Sandra. Nous avons besoin de partenaires qui nous tiendront responsables pendant cette transformation. Qui de mieux que la personne qui a exposé nos défaillances si publiquement? Karim étudia les visages autour de la table. Là où Antoine et Henri avaient projeté privilège et condescendance, ces cadres montraient quelque chose d'inconnu dans leur relation avec Aéria, une véritable humilité. J'aurai besoin de temps pour examiner ces termes avec mon équipe, répondit Karim. Mais je suis prudemment optimiste quant à la direction que vous prenez. Les jours suivants apportèrent davantage de preuves de l'engagement d'Aéria envers le changement. La compagnie aérienne annonça une formation complète contre la discrimination pour tous les employés, développée en partenariat avec des organisations de premier plan dans le domaine des droits civiques. Ils établirent un fonds d'indemnisation substantiel pour les passagers ayant subi un traitement discriminatoire. Et, de manière plus notable, ils promurent Hélène Chevalier, la chef de cabine, à un poste nouvellement créé pour diriger les initiatives de diversité et d'inclusion à l'échelle de l'entreprise. 3 mois après l'incident original, Karim se retrouva dans une cabine business différente. Cette fois sur un vol Aéria, où il avait été personnellement invité à expérimenter l'approche de service transformé de la compagnie. Alors qu'il s'installait dans son siège, il remarqua des changements subtils mais significatifs impersonnels de cabines visiblement diversifiées. Des images inclusives dans le magazine de la compagnie. Une nouvelle charte des droits du passager affichée bien en vue. Bienvenue à bord, monsieur Ben Cherif. La chef de cabine le salua chaleureusement. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. L'accueil sincère représentait plus qu'une reconnaissance personnelle. Il symbolisait un changement fondamental de culture, le début de la transformation nécessaire dans toute une industrie. Plus tard cette semaine-là, Karim finalisa l'accord d'investissement renouvelé avec Aéria, maintenant étendu à 150 millions d'euros. L'accord fila une des secteurs financiers et des transports, non seulement pour sa taille, mais pour ses dispositions de gouvernance innovantes. Ceci représente un nouveau modèle de responsabilité d'entreprise, expliqua Karim lors de la cérémonie de signature. Horizon Capital croit que l'investissement financier doit entraîner une transformation sociale positive, pas simplement des retours économiques. Dans la foulée, Karim créa la Fondation pour la responsabilité d'entreprise et la méritocratie, dédiée à la lutte contre le classisme et le piston dans toutes les industries. Financée par 10 millions d'euros de sa richesse personnelle. La Fondation fournit un soutien juridique aux employés et clients confrontés à des situations similaires, tout en plaidant pour des réformes structurelles dans le monde corporatif français. La première initiative de la Fondation soutint une action collective contre une autre grande entreprise du CAC 40 ayant des schémas documentés de discrimination à l'embauche. En quelques mois, cette entreprise annonça des réformes préventives plutôt que de risquer le type de surveillance publique qu'Aéria avait connu. Les problèmes judiciaires d'Antoine de Villiers s'accumulèrent. Les procureurs découvrirent que ces pratiques de discrimination s'étendaient à l'embauche et à la sélection des fournisseurs, avec des candidats et des entreprises qualifiées issues de minorités systématiquement exclues en faveur des amis du club. Finalement, il accepta un accord de plaidé coupable qui entraîna des sanctions financières substantielles et une peine de prison. Charles-Henri, l'ex-PDG, s'en tira un peu mieux légalement, bien que sa réputation professionnelle ne s'en soit jamais remise. Son mémo sur les stratégies de confort du passager devint un cas d'école à HEC et à l'INSAD sur la façon dont les euphémismes d'entreprise masquent souvent une intention discriminatoire. Pour Karim, le résultat le plus significatif ne fut pas punitif, mais transformateur. L'examen public douloureux d'Aéria avait déclenché un auto-examen à l'échelle de l'industrie. Les principales compagnies aériennes européennes révisèrent leurs politiques, améliorèrent la formation et établirent des protocoles clairs contre la discrimination. Les passagers de diverses origines rapportèrent des améliorations mesurables dans leur traitement sur plusieurs compagnies aériennes. 1 an après l'incident, Karim embarqua sur un autre vol de la navette. Cette fois en tant que président nouvellement nommé du conseil d'administration d'Aéria. Le poste représentait l'aboutissement de sa stratégie. Utiliser l'influence financière pour gagner une autorité de gouvernance et conduire un changement durable de l'intérieur. Alors qu'il se déplaçait dans le terminal de Roissy, Karim passa devant un groupe diversifié de pilotes stagiaires en uniforme d'Aéria, faisant partie de la nouvelle initiative de la compagnie pour combler la sous-représentation historique, y compris plus de femmes et de personnes issues de l'immigration dans les rôles techniques. Plusieurs hochèrent la tête respectueusement, reconnaissant l'homme dont la prise de position contre la discrimination avait aidé à créer leurs opportunités. S'installant dans son siège, Karim réfléchit au voyage qui l'avait amené ici.
Ce qui avait commencé comme un moment humiliant de classisme et de xénophobie avait catalysé un changement significatif dans toute une industrie. Le pouvoir financier qu'il avait construit tout au long de sa carrière s'était révélé efficace non seulement pour créer de la richesse, mais pour démanteler des barrières qui avaient persisté pendant des générations. Son portable vibra avec une notification. Le juge Richard Montaland avait été écarté de la magistrature par le CSM Conseil supérieur de la magistrature suite à une enquête pour faute professionnelle grave découlant de sa gestion de l'affaire. Aeria, un autre système de protection pour les privilégiés, avait fait face à la nécessaire reddition de comptes. La chef de cabine s'approcha avec un sourire sincère. « Puis-je vous offrir quelque chose, monsieur le président ?»« Juste une eau. »« Merci, » répondit Karim, lui rendant son sourire. Cette fois, on la lui apporta dans un verre en cristal, rempli à ras-bord. L'histoire de Karim Ben Cherif offre des leçons profondes sur la manière d'affronter le classisme et la xénophobie dans le monde de l'entreprise. Premièrement, elle démontre comment l'influence financière peut devenir un outil puissant pour le changement social lorsqu'elle est maniée stratégiquement. Karim n'a pas simplement cherché une justification personnelle. Il a reconnu une opportunité de créer une transformation systémique dans toute une industrie. Deuxièmement, l'histoire souligne comment la discrimination repose souvent sur des systèmes de protection des juges partiaux aux cadres complices et aux réseaux de pistons qui doivent être démantelés collectivement. Troisièmement, nous voyons qu'un changement significatif nécessite plus que le licenciement d'individus problématiques. Il exige de restructurer les environnements qui leur ont permis de prospérer. Peut-être le plus important est que le récit nous rappelle que la responsabilité commence par la documentation et la preuve. La collecte méthodique de preuves par Karim a transformé une humiliation personnelle en un dossier irréfutable pour la réforme. Enfin, la résolution montre que la vraie justice n'est pas simplement punitive, mais transformatrice, créant de nouvelles voies et une méritocratie réelle pour ceux qui étaient auparavant exclus. Le vrai changement se produit lorsque ceux qui ont le pouvoir l'utilisent non seulement pour le succès personnel, mais pour refaçonner des espaces où d'autres comme eux se sont vus systématiquement refuser l'égalité de traitement et la dignité. Quel moment de cette histoire a résonné le plus profondément en vous? Avez-vous déjà été témoin ou victime de classisme ou de discrimination resté sans réponse en raison de déséquilibre de pouvoir? Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions. Si vous croyez en l'utilisation de toute influence que vous avez pour créer un changement positif, donnez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de courage et de responsabilité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre comment fonctionne la discrimination et comment elle peut être efficacement combattue. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, la justice ne se résume pas à ce qui se passe dans les tribunaux. Elle réside dans les décisions quotidiennes que nous prenons pour nous opposer à la discrimination lorsque nous la voyons.